Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, comme tous les samedis, 10h30, c'est le direct, le libre journal des controverses. Évidemment, je salue mon prédécesseur, Nicolas Stocker, patron d'émission au libre journal de Géopolitique Profonde. Je salue aussi son invité principal, François Martin, ainsi que Raphaël Beslu, émission passionnante comme tous les samedis. Je remercie aussi notre standardiste, Patrice, l'homme à la superbe écriture. Je sais que vous aurez beaucoup de commentaires aujourd'hui. Et évidemment, on reçoit un petit nouveau à la réalisation. Je le salue aussi. Je sais qu'il réalisera bien. En plus, il doit filmer, doit réaliser, filmer, doit tout faire. Donc aujourd'hui, grande émission. Alors, je suis vraiment très content de ça. Avec Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon, on va parler de la France, on va parler du déclin français. Mais bon, le déclin n'est pas éternel. Je sais qu'on va en sortir. On va parler beaucoup de la France. On va parler aussi de Jean-Marie Le Pen, de feu Jean-Marie Le Pen. Un précurseur quand même, un avant-gardiste. Il a dit tout ce qui se passerait en France, quoi. Voilà, faut se dire les choses. Et donc, bonjour cher Pierre-Jean, comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va, je suis au Jet, je suis à la station des Jets. Ouais. Il fait un temps magnifique et la neige arrive, les Parisiens arrivent et je suis ravi d'être avec toi et avec Radio Courtoisie, qui est une radio que j'adore, qui est la dernière radio qui dit les choses, en tout cas qui les dit d'une façon intelligente et qui est très suivie. Et ça me fait très plaisir que tu m'aies invité ce matin. Ah ben, cher Pierre-Jean, ne parle pas trop près du micro parce que tu es en plus filmé. Et sache que maintenant Radio Courtoisie est filmée. et oui, maintenant la télé. Mon Dieu, c'est la télé. Eh ben oui, tu vois. Affaire conclue. Voilà, c'est comme Affaire conclue. Ben, tu sais, moi je t'ai découvert à Affaire conclue. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que moi j'habite Saint-Ouen. Et j'habite à 2 pas des antiquaires de Saint-Ouen. Et forcément, moi j'y vais très souvent. J'adore. Voilà, bien sûr, tu es un homme de goût. Oui. Et puis c'est vrai que les puces de Saint-Ouen est une institution plus que centenaire. J'habite à 1 pas du marché Serpette. Donc marché Serpette, les marchés Biron, Dauphine, etc. Et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à y aller. Julien Cohen. Voilà. Jamel, voilà, tous les copains. Et Jamel que l'on voit tout le temps d'ailleurs. Tout le temps. Toutes les semaines, on le voit. Jamel, il est extraordinaire. Moi, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'adore. Il a un goût extraordinaire. Et en plus, chez lui, c'est pas cher. Parce que souvent, aux puces, c'est pas donné, il faut pas croire. Les puces, c'est devenu très cher. Et Jamel, il a une marchandise, il a une qualité il découvre des choses et c'est vraiment une belle personne. Comme d'ailleurs, comme Julien Cohen aussi. Julien a une boutique, mais Julien, c'est plus de la déco que de l'antiquité. Mais moi, j'adore aller aux puces. Pour moi, c'est une seconde maison, voilà. Ben justement, comment ça t'est venu, ça, l'antiquité, je veux dire, tout ce qui est le beau français, comment ça t'est venu, ce goût, pour cet attrait pour ça ? Tu sais, je pense que tu parles du déclin français, eh bien, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient du goût, qui avaient d'éducation. Et mes parents, ma mère, mon père adoraient aller dans les salles des ventes, chez les brocanteurs. Ma mère allait dans les salons d'antiquité, qui n'existent plus maintenant. Et donc, j'ai appris, j'avais 5 ans, 6 ans, 8 ans. Et mes premiers achats, je les ai faits à la foire de Chatou, t'imagines ? La fameuse foire au jambon. Donc ça remonte, t'imagines ? Ah oui. Et tout vient des parents. De toute façon, c'est comme dans tout. C'est l'éducation. L'éducation. Voilà. Et moi, j'invite aussi les gens à aller à Saint-Ouen voir ces antiquaires, même s'ils ne vont pas acheter, parce que quand ils vont rentrer dans ces galeries, il y en a, je crois, 7 ou 8, c'est gigantesque, c'est plusieurs milliers de mètres carrés, il y a 12 millions de visiteurs par an, beaucoup d'étrangers. Je les invite à venir et à regarder, même, ne serait-ce que regarder, parce qu'en plus les marchands sont sympas. Tu as raison. Et les gens sont sympas, il y a des restos, on mange bien, et on apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Et on voit ce qu'était en gros la France, le génie français. Je pense que les puces, c'est vraiment on pu y découvrir le génie français. Je sais pas ce que tu en penses. Sans se gratter.
clairement. Donc, là, je fais un jeu de mots, mais c'est vrai, tu as raison. On voit parce que aujourd'hui, les enfants ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, ils ont tous les téléphones portables, ils ont tous les machins. Mais à l'époque, pour faire à manger, bah, il fallait un certain nombre de machines en bois, il fallait des râpes, il fallait plein de choses. Pour les animaux, c'est pareil. Et en fait, tout ça, c'est devenu un peu comment dirais-je, l'héritage culturel de notre économie. Donc il y a plein de meubles anciens qu'on sait, dont on ne sait pas comment ça s'appelle. Et en fait, on apprend un lavoir, des tables de ferme. On voit plus toutes ces choses-là. Et on apprend que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents utilisaient tout ça, les armoires anciennes. Il y a plein de choses qui sont passionnantes. Les bidets, les anciens bidets, toi. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'on va aux toilettes comme ça. Mais moi, j'ai connu chez mes grands-parents les bourdalous, ce qu'on appelle le pot de chambre. Ah oui, en effet. Dire ça à un jeune, un bourdalou, tu sais ce que c'est un bourdalou, le jeune? Viens voir mon bourdalou à la maison. J'ai des bourdalous, je vais te montrer mon bourdalou. Oui, clairement. Mon rêve, ça aurait été d'avoir le bourdalou de l'empereur. Ah oui, ah oui. Est-ce qu'il existe? Est-ce Oui. qu'on l'a retrouvé, ce bourdalou de l'empereur? Alors, il y en a un qui avait été acheté. Alors, ça, c'est véridique. Il y a un bourdalou en vermeil, donc en argent avec une couche d'or, aux arbres, qui était passé en vente en 1988 et qui avait fait l'équivalent de 600 000 francs, 100 000 euros à l'époque, en 88. Ah, T'imagines? c'est beaucoup d'argent aujourd'hui. Hein. Ça appartient à la fondation, ça appartient à la Soka Gakkai, qui est une fondation japonaise, un peu sectaire, mais enfin bon. Mais aujourd'hui, tu imagines ce que ça coûterait 100 000 euros de 88, ça ferait, je sais pas, 300, 400 000 euros d'aujourd'hui. C'est colossal. Donc ça veut dire que le bourdalou de l'empereur est au Japon. Il n'est même pas en France. Quelle déchéance. Tu sais, je vais te dire, si je féliciter les Français qui achètent des objets de Napoléon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En tout cas, les 10 hommes les plus riches de France se foutent totalement de Napoléon. C'est quand même hallucinant, l'histoire de France. Mais tiens, pourquoi est-ce que Napoléon, justement, est-il si mal aimé? C'est quand même dingue que, par exemple, l'Arc de Triomphe ne s'appelle pas l'Arc de Triomphe Napoléon. C'est dingue qu'il n'y a qu'une rue Bonaparte dans Paris. Alors, il y a les maréchaux, mais il n'y a pas grand-chose qui rappelle Napoléon. Bah, t'as raison, c'est quand même hallucinant. Alors, il y a le boulevard des Maréchaux, il y a la place de l'Étoile, mais alors, Napoléon, en France, est décrié d'une façon... Alors qu'on lui doit tout, en tout cas la Ve République lui doit tout. Le général de Gaulle était un grand fan du général de Napoléon. Moi, j'ai eu la chance de connaître pas mal de ministres du général, et même je suis très proche de la famille du général de Gaulle, très ami avec Pierre de Gaulle, et qui me disait que le général était très, très, très passionné de Napoléon. Mais depuis le général et depuis Pompidou, même Giscard était très, 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 très napoléonien. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises le président Valéry Giscard d'Estaing, que j'adore. Moi, j'adorais cet homme. Oui. Pour moi, quand il est mort, j'ai pleuré. C'est pour vous dire. Et le président Giscard d'Estaing a fait quand même quelque chose d'extraordinaire. En 1979, il a racheté à la famille du prince Napoléon les plus gros souvenirs de Napoléon, qui sont maintenant aujourd'hui au château de Fontainebleau et qui ont été distribués au Louvre et dans certains musées nationaux. Mais à l'époque, on avait encore le sens de l'intérêt national. J'espère que aujourd'hui les hommes d'État auront un peu cette. J'espère que la France se décidera d'acheter quelques objets de Napoléon quand je déciderai de vendre ma collection. Mais je vais dire, aujourd'hui, il faut dire que les gens se foutent de l'histoire, les gens se foutent de tout, de toute façon. Donc. Mais on se rappelle aussi cet épisode où Jacques Chirac n'a pas voulu commémorer à l'époque, je crois, les 200 ans du couronnement de l'empereur. Le bicentenaire, ouais. Voilà, moi, je me rappelle, j'y étais. Alors, effectivement. Dominique de Villepin, qui était son premier ministre de l'époque, avec Michel Alliot-Marie, qui sont des amis, et surtout de Michel, qui est vraiment une amie intime, a été à Austerlitz, et il n'y a pas eu de photo, il n'y a rien eu. Il y a eu des ordres qui ont été faits qu'on n'a pas de photo de représentation de Michel déposant une gerbe à Austerlitz. C'est au Prado de Pratzen, c'est quand même hallucinant. Il y a eu le minimum du minima, alors qu'on a célébré Trafalgar. Faut le faire quand même, en emmenant le porte-avions, je crois que c'était le Foch ou le Clem qui était allé là-bas. Non mais les Français sont un peu maso, quoi. Et les gens qui nous dirigent le sont totalement. Donc voilà, c'est tout.
Et puis les woke, évidemment, parce que les woke, c'est eux qui ont envahi aussi les idéologies, reprochent. Ouais, bah, euh, les woke, heureusement, excuse-moi de te couper, mais t'as raison, mais les woke sont arrivés très vite, mais t'inquiète pas que ils vont repartir aussi vite qu'ils sont arrivés, hein. bah, tant mieux. Mais Les fins de race, ouais. ils reprochent cette façon, cette soi-disant retour à l'esclavage par Napoléon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut débunker aussi, je pense, hein. C'est même, moi, j'en parle même pas parce que c'est navrant, c'est navrant de conneries, quand même. Faut vivre avec son époque. Napoléon était un homme du XVIIIe siècle, mais un homme qui pensait XXe siècle. Alors imagine, à l'époque, c'était très compliqué. Et Napoléon a aboli justement l'esclavage, il a aboli la traite des Noirs, il a aboli tout ça. Napoléon, c'est l'égalité, c'est l'homme qui a fait que la Révolution française soit établie dans les lois, dans la Constitution, dans le Code civil. Enfin, il faut arrêter de dire des bêtises. Mais comme le problème aujourd'hui, on est dirigé par des minorités. Et je le vois, la dernière fois j'étais au ministère de la Culture et les gens me disaient: ah oui, mais comprenez, ceci, cela. Mais parce qu'ils ont peur que des petites associations qui comprennent 20 à 30 personnes fassent des publications. Le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont devenus totalement faux, complètement. Il n'y a plus de règles, il n'y a pas de règles. Et ben, une petite association, si elle est bien chiadée, s'il y a des bons webmasters, eh ben, elle peut faire autant de bruit qu'une association de 3 millions de personnes. Et donc, on a peur de son nombre. C'est ce que Donald Trump vient de décider d'arrêter. Est-ce que c'est ce qui se passe aux États-Unis? Vous avez remarqué que depuis 3 semaines aux États-Unis, il se passe un ouragan, un raz-de-marée absolument extraordinaire. Et des entreprises comme Walt Disney, comme Netflix, comme Facebook, etc., 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 eh bien, rétro-pénal. Et donc, nous allons arriver à ça bientôt, dans les semaines à venir. Chez nous, c'est pas... Regardez, il y a 2 jours, le vice-président Evans, qui a parlé à Munich, là, Munich, Francfort, je sais plus, ville allemande, et il a dit: bon, maintenant, il faut qu'on remette tout ça en ordre. Il était aussi il y a 3 jours à Paris pour l'intelligence artificielle. Il a dit les choses. Donc ça va arriver dans les semaines, dans les mois à venir. On va sentir, déjà on sent le vent qui souffle. Mais heureusement, imaginez que ce soit la Kamala, là, cette détraquée qui est gagnée. Non mais c'est hallucinant. Et on le voit même dans les chaînes d'infos. LCI, la grande chaîne d'infos qui s'occupe plus de la Palestine et de la Russie que ce qui se passe en France. Comme si la famille Bouygues était une famille palestinienne. Non mais c'est quand même abracadabrantesque. Bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en penses justement de cette arrivée de Trump? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait possible en France? Déjà, elle a été possible aux États-Unis. Donc, si c'est possible aux États-Unis, c'est possible chez nous. Et déjà, les États-Unis, comme c'est quand même la première puissance mondiale, là, avec la Chine, et qui, entre guillemets, comme le soleil nous donne ses rayons de soleil, on est déjà en train de profiter de cette arrivée depuis quelques jours, depuis quelques semaines. On le voit d'ailleurs avec le changement de comportement de l'Élysée, le changement de comportement des ministres, même de la Commission européenne, etc. Donc, bien sûr que ça va arriver en France. Il y a toujours un décalage, mais en attendant, ce que va décider Trump, c'est en train d'être joué dans les jours et dans les semaines à venir. Ne serait-ce qu'avec l'Ukraine, ne serait-ce qu'avec les droits de douane. Il faut maintenant qu'on ait des gens qui nous dirigent, qui soient des gens qui nous défendent. Moi, Trump, je l'aime bien parce que c'est un type qui défend l'Amérique, mais je préférerais un mec français qui défende la France, ou qui défende l'Europe, qui défende les choix. Donc on attend ce type-là. J'étais à Washington, moi j'étais un des rares Français invités à Washington il y a 3 semaines, parce que tout le monde, ça m'a fait marrer, ils étaient tous à Washington pour essayer d'avoir une photo avec Pierre, Paul ou Jacques. Mais moi, j'ai été invité par Jason Miller, qui est le chef de la campagne de Trump, et qui est l'envoyé spécial. Là, il était à Dubaï il y a 2 jours. Il va recevoir un poste important dans les semaines à venir. Et Jason, c'est le seul qui m'est invité. Et ils m'ont tous appelé, hein, de droite, de gauche, du centre ou de milieu, même Hanouna. Ils ont tous essayé de m'appeler pour avoir des invitations. Ça me fait marrer. Et moi, j'étais très précautionneux. J'ai dit: écoutez, moi, ils m'ont invité. Je peux peut-être faire venir 1 ou 2 personnes. J'ai fait profiter Nicolas Conquer, qui s'occupe des Républicains en France, et Bruno Attal, qui est un copain. Je lui dis: viens. Et ils m'ont fait entrer dans les balles, dans les soirées, etc. Et on a été très bien placés. J'ai vu Jason, on a pu se voir quelques minutes, parce qu'il était très occupé. Mais pour vous dire que l'intérêt même des Français, tout le monde essayait d'aller et le premier Français qui est allé aux États-Unis, et donc peu de gens en ont parlé, c'est quand même Monsieur Bernard Arnault avec son épouse et 2 de ses enfants, je crois, qui étaient au premier rang.
ça montre quand même l'implication. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que la famille Arnault est quand même très proche de l'Élysée, du président Macron, et en même temps, ils sont très proches de Trump. Trump n'a pas invité tout le monde. Et donc, ça montre quand même qu'il y a une application des marchés économiques qui est très importante. C'est considérable ce qui est arrivé. Bernard Arnault, la première fortune française, la 4 ou 5e ou 6e fortune mondiale, était à 1,50 m, 2 mètres de Donald Trump avec sa famille. Et ça montre qu'aujourd'hui, ce n'est pas la politique qui gouverne, c'est l'économie. Et le jour où M. Bernard Arnault dira ça suffit, eh bien les politiques changeront. Cet homme a un pouvoir considérable. D'ailleurs, je trouve que Bernard Arnault aurait pu être un Trump à la française. Bon, il est peut-être un peu âgé maintenant, mais il aurait pu très bien se dire maintenant, je décide de me présenter. Bah, Pourquoi pas? justement, on se rappelle de cette séquence où Bernard Arnault, en décembre, appelle l'Élysée en disant voilà, je ne veux plus d'Elisabeth Borne. Et Elisabeth Borne a été congédiée en janvier. Eh ben voilà, c'est ce que je te disais avec des pincettes. Ouais, Tu le clairement. dis un peu plus ouvertement. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Élysée, ni Matignon, ni le Parlement qui décident. C'est des gens comme Bernard Arnault, François Pinault, Xavier Niel, etc. C'est l'économie, mais c'est normal, c'est l'économie qui fait vivre le pays. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas inquiétant que ça soit des C'est grands financiers bien sûr que c'est inquiétant, mais quand on a un déficit de 3 500 milliards d'euros, qu'on a des politiques qui ne savent absolument pas gérer leur parti. Moi, tout le monde me fait marrer avec Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, demain à l'Élysée, bon, peut-être qu'elle arrivera. Mais en attendant, son parti est déficitaire depuis des années. Elle a géré des emprunts qui étaient quand même des emprunts russes. On est quand même bien placé pour le savoir. Il y a eu énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti. Ils sont tous déficitaires. Ils ont tous des casseroles au cul. Quand on voit que le RN, il y a 25 ou 30 de ses membres et les plus influents qui risquent d'être condamnés dans un mois et demi, inéligibles, parce qu'ils ont mis le doigt dans le pot de confiture. J'en ai parlé à Jean-Marie la dernière fois, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu savais, enfin, et que ta fille savait, c'est hallucinant, que le Bon, parti après, de Beyrouth, euh, oui, le parti de après, Beyrouth, bon, c'est pareil. ça c'est de la politique Mais politicienne. Bon, mais oui, mais c'est pour te dire l'exemple, c'est pour te dire que un homme d'affaires ne ferait jamais ça. ça Parce c'est qu'un homme sûr. d'affaires, il peut pas se permettre. Il C'est peut vrai pas se que permettre. C'est pour ça que tu me peut-être. poses la question. Non Mais mais voilà. t'as totalement raison parce que peut-être qu'en effet il faudrait plus de place à cette fameuse société civile au sein de la politique. Je sais pas ce que t'en penses. Et moins d'énarques et plus de société civile, peut-être plus de connaisseurs. Mais rappelle-toi, Jacques Chirac. Moi, j'étais passionné de politique. Moi, mon père était journaliste. Tous les gens me disent, mais comment t'as rencontré tous ces gens-là? Bah, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais enfant, enfin, j'étais très jeune, et mon père m'emmenait dans toutes les conférences de presse, et mon père était très proche de beaucoup d'hommes politiques. Mon père a commencé avec Pierre Mendès France. Donc, j'ai connu énormément de gens, de François Mitterrand, Pierre Mendès France, etc. Et Jacques Chirac, pour ne pas le parler, c'est Jacques Chirac qui, quand il a été élu, rappelle-toi, en 95, parlait de la pomme. Et il avait dit, on en a marre de tous ces énarques. Bon, le problème, c'est qu'il a fait une campagne exceptionnelle, et quand il est arrivé à l'Élysée, il a baissé sa culotte, et il n'y a jamais eu autant d'énarques, etc. Mais le leitmotiv de Chirac était extraordinaire. On en a marre des énarques, on en a marre de ces gens qui nous donnent des leçons de morale, qui sont de toute façon recasés une fois ils sont plus en poste. Et ce qu'est la vérité, aujourd'hui, un énarque, il y a plein d'hommes politiques français qui sont des anciens énarques et qui sont mis à disposition. Et demain, s'il y a un problème, eh ben, ils retournent dans le système des fonctionnaires avec 5 ou 6 ou 7 000 balles par mois. Il y a un moment, il faut arrêter tout ça. Oui, mais regarde, il y a un grand Aujourd'hui, vous êtes un paradoxe chef en France. d'entreprise, Tu vois, il y a un grand paradoxe en France. Ouais. C'est que, en effet, tu as totalement raison. Moi, je suis un anti-énarque notoire, hein, sache-le. Hein. Mais le problème, c'est que les gens, s'ils ont le choix entre un énarque et, je sais pas moi, un avocat, un économiste, tout ce qu'on veut, ou tiens, un homme de télé, eh ben, ils vont choisir l'énarque. C'est ça, ça c'est le problème aussi. Oui, tu sais pourquoi? Parce que les Français sont des gens qui ont été bien élevés. Les gens, le Français est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui a été élevé justement dans la notion du chef, du respect et l'ENA.
C'est l'ENA. L'ENA a été quand même créée par Napoléon. Et c'est le problème, malheureusement, de mon patron, c'est qu'il a créé tellement de bonnes choses. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces grandes écoles sont devenues des aliens. Donc aujourd'hui, il faut malheureusement faire fi de tout ça. Et aujourd'hui, il faut mieux un chef d'entreprise qui a réussi son business qu'un homme, un homme politique qui n'a jamais rien fait. Excusez-moi, mais moi, j'ai rien contre tous les hommes politiques aujourd'hui, mais la majorité de ces gens, en tout cas de la nouvelle génération, n'ont jamais eu de métier. Je suis désolé, la moitié des hommes politiques de l'époque de Chirac, etc., bon, sauf Chirac, mais étaient des avocats, étaient des hommes d'affaires, étaient des juges d'instruction comme Jean-Louis Debré, vous voyez, des médecins, des chirurgiens. Aujourd'hui, on rentre en politique comme on rentre en carrière. Moi, je n'ai rien contre Monsieur Attal. Monsieur Attal, il est charmant, il a 35 ans, il nous dit qu'il a un patrimoine d'1,5 million d'euros, mais il n'a jamais bossé de sa vie. Il est sorti de l'école, il a été mis à l'Élysée, après on l'a mis secrétaire d'État, secrétaire machin. C'est des mecs qui vivent avec des rentes. Et aujourd'hui, là, le mec, il a pas 35 ans, qui doit être quand il sera à la retraite, il aurait été Premier ministre, il aurait été ministre, machin, etc. Il va être à quoi, 25 ou 30 000 balles par mois? Non, mais c'est pas normal. Vous connaissez un chef d'entreprise qui a 35 ans et est à ce prix-là? Non, enfin, Bien à vie. sûr. Non, mais c'est déjà, moi, je trouve ça totalement normal. Quand on nous dit, et ça, c'est que tu as un leitmotiv. Et d'ailleurs, je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise en ce moment. Beaucoup de gens me contactent en me disant, Monsieur Chalençon, on aime ce que vous dites, ce que vous faites. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous croulons sous les charges, nous n'en pouvons plus. Nous voulons nous délocaliser. Et on voudrait que la politique se remette au niveau des Français, du citoyen lambda. Et ben, je dis d'accord, mais déjà, il faudrait que le politique soit au même niveau que le citoyen lambda au niveau de l'impôt. C'est-à-dire que ça suffit les cumuls des mandats, hein, c'est totalement inacceptable. Le cumul des retraites, hein, en France aujourd'hui, le maximum c'est 7 500 balles pour la sécurité sociale. Eh bien, le prochain politique qui devra se faire élire à l'Élysée devra s'engager à ce que plus aucun politique français ne touche une retraite supérieure à 7 500 euros, sauf s'il a fait une retraite complémentaire, etc. Il y a un moment, ça suffit. On nous prend pour des cons. Moi, j'en ai ras-le-bol. Et les chefs d'entreprise ne peuvent plus, ne supportent plus ça. Ce n'est pas normal. Jean-Marie Le Pen, c'est mon ami, avait 21 000 ou 22 000 euros de retraite. François Hollande doit être à 35. Ils sont tous comme ça. Nicolas Sarkozy, il doit être dans les 25 ou les 28 000 euros. Plus tout le tralala, les chauffeurs, les machins. Elisabeth Borne, ancien Premier ministre, machin. Mais c'est hallucinant. Et ces gens-là vous donnent des leçons de morale. Mais ces gens-là doivent être au même niveau que toi, que moi, que la prof, que le. Bien sûr. C'est quoi ces histoires de calcul? Tu es à l'Assemblée nationale, tu fais une mandature, tu as déjà 2 500 ou 3 000 euros de retraite à vie. Au bout de 3 mandatures, tu es à 7 500 balles. Ah non, mais c'est vrai, c'est scandaleux. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu as parlé de chefs d'entreprise. C'est les gens qui me le disent, c'est pas moi, je n'ai pas inventé ça. Justement, tu dis que des chefs d'entreprise, j'imagine nombreux, viennent te voir en disant voilà, nous voulons nous délocaliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Oui. on va exporter toutes nos têtes pensantes, si je puis dire. Et bien entendu, puisqu'aujourd'hui, tu n'as pas monté une société que déjà. Tu montes une petite PME. D'ailleurs, la preuve, la semaine dernière, ce qui est arrivé avec l'histoire des petites PME et le rabaissement de la TVA de 35 à 25 000, ils ne s'en sont pas rendus compte. Non, mais quand même, il faut prendre les gens pour des cons, quand même. Bien sûr qu'ils s'en sont rendus compte. Ils pensaient que ça passait comme une pastille Vichy. Bien Quand sûr. ils ont vu qu'ils ont rétropédalé, vous n'allez pas dire qu'il y a des dizaines. Excusez-moi, je connais suffisamment les gens des services des impôts et du ministère des Finances. Ils sont des centaines, voire des dizaines de milliers. Ils savent très bien ce qu'ils font. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Oui, Bayrou nous dit oui, non, mais je l'avais pas vu en fait, j'avais pas vu ça. Bayrou, il voit rien. Bayrou, c'est comme l'histoire de ces histoires de pédophilie ou de machin. Il y a 25 ans, il est pas au courant. Mediapart tout sort tout le contraire. Mais ils en ont pas marre de mentir. Tous ces gens-là, ils disent la vérité. Assumez, messieurs. Mais tu sais, ces gens-là ne devraient même pas être Premier ministre. Ces gens-là n'ont même pas les niveaux d'être ministre. T'as totalement raison. Mais Michel Alliot-Marie m'a dit il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, elle me dit Pierre-Jean. C'est désespérant depuis quelque temps. La classe politique n'a pas eu de renouvellement, il n'y a plus de nouvelle classe politique et les gens qui sont maintenant à la tête de la France dans les ministères n'ont même pas les capacités d'être chefs de cabinet. Même les chefs de cabinet n'ont pas les. Excusez-moi, mais quand on voit Alexis Kohler, le jour où il sera plus à l'Élysée, ça va être terrible. C'est l'image de la France quand même. Il y a je ne sais combien de mises en examen, d'inculpation, etc. C'est quand même très grave. Mais moi, je suis un politique. Moi, j'aime autant les gens de droite, de gauche, du centre. J'ai autant de relations avec l'Élysée qu'avec Matignon, qu'avec des gens de parti. J'aime les gens. Je dis les choses. Je suis un peu comme Geneviève de Fontenay qui envoyait les messages. Mais un peu moins hurluberlu que Geneviève. Mais je
puis là, il y a un moment. Non, parce que moi, les gens viennent me voir, je suis quelqu'un de populaire. Moi, vous savez, que j'ai fait de la télé par accident. Moi, ma sœur a fait, mon père était journaliste, ma sœur a fait 25 ans Télématin avec William Lémergie, etc. Moi, je suis arrivé à la télévision par accident. On m'a invité une fois, deux fois, trois fois. Puis après, j'ai fait des Napoléon, j'ai fait les 20h, les 13h. Je suis devenu une personnalité. J'ai fait des émissions sur France 2. Voilà. Et puis un jour, on a dit putain, celui-là, il est trop gênant, il parle trop. On m'a coupé la tête. Bon, on a essayé. En attendant, aujourd'hui, je suis un des seuls, les seules personnalités des médias qui dit les choses. Donc les gens j'ai une popularité énorme. Même sur Twitter, je fais des vidéos à 3 millions de vues. Alors que j'ai que 11 000 personnes qui me suivent. Sur Instagram, j'ai 65 000, 70 000 personnes qui me suivent, mais je fais des vues à 500 000, 1 million. Donc les gens viennent me voir, et les gens, même les gens de droite, de gauche, du centre, parce qu'ils se disent, Chalençon, vous avez un bon sens. Bah oui, j'ai le sens. J'ai le sens. Moi, c'est pas le café du commerce, je dis les choses. Moi, j'ai été chef d'entreprise avec le Palais Vivienne. Je vous jure, sur la tête de ce que j'ai plus cher au monde, je ne veux plus jamais être chef d'entreprise en France. Je ne veux plus rien avoir à faire avec la France. Où ça en est, le Palais Vivienne? Eh ben, écoutez, je l'ai loué. Je l'ai loué à une société, ça marche très bien. Bon, bah, tant mieux. Et là, je suis en train de le refinancer. Et donc, mais même pour refinancer un lieu qui marche bien, c'est compliqué. Mais c'est hallucinant. Mais moi, je suis fatigué de la France. J'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. Donc, je règle toutes mes histoires et je partirai après. J'en ai marre. Ce pays m'a fou. dégoûté. Moi, c'est fou. C'est fou parce que t'es pas le premier à me le dire. Ah bah, je suis pas le premier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de gens Stéphane Bern qui l'en pense. Qui sont patriotes, qui aiment la France jusqu'à leur tripes et qui veulent la quitter. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Enfin, c'est fou. Et moi, j'ai fait mon service. Moi, j'ai fait mon service militaire sur la Jeanne. Je me suis engagé. Moi, je me suis, entre guillemets, saigné les 4 veines parce que mon père était journaliste, ma mère vendait des chemises chez Alain Figaret, chez Sonia Riquel. C'était pas non plus la richesse, hein. C'était pas la pauvreté, mais mon père c'était un cadre moyen, ma mère était un cadre, on n'était pas non plus, j'étais pas Rothschild, hein. Et je me suis saigné pour constituer cette collection. Et 30 ans plus tard, à part des problèmes fiscaux, des problèmes de ceci, des problèmes de cela, c'est tout ce que la France m'offre. Alors que j'ai toujours été un mec droit, j'ai jamais rien fait, je suis droit dans mes bottes. Vous savez, il y a un moment, même une prostituée qui aime le cul, elle arrête, hein, elle devient Marc Richard, hein. Non, mais bon, c'est bon, ça va. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Et ce qui me fait de la peine, c'est que je vois des dizaines et des dizaines de gens qui sont en train de partir en ce moment. D'ailleurs, il n'y a qu'à demander aux agents immobiliers en Italie, en Espagne, en Angleterre, il n'y a que des Français. Déjà, les riches sont déjà partis depuis très longtemps, mais maintenant, c'est la deuxième ou troisième génération. Tout le monde essaie de partir. Moi, je voudrais rester, j'adorerais rester. Mais comment, pour faire quoi? On vous tue, vous montez une entreprise, vous avez plus de charges que de... Enfin, et c'est les fonctionnaires qui vous disent ça, qui sont payés avec du déficit, c'est facile. Là, on est à la veille de la révolution, cher monsieur, cher ami. Tu penses vraiment qu'il peut y avoir une révolution en France? Justement, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une révolution en France? Est-ce que tu penses que les gens sont mûrs pour ça? Ça va pas tarder, oui. Là, je pense que la cocotte minute est prête à exploser. Et d'ailleurs, moi qui quand même connais beaucoup de gens dans les services, dans les renseignements, à la police, etc., j'ai beaucoup d'amis qui ont des postes importants au ministère de l'Intérieur. N'en déplaise à certains, ils me disent, on se demande comment ça n'a pas déjà explosé. Comment les banlieues ne sont pas arrivées, comment les Champs-Élysées n'ont pas encore été pulvérisés. Pourquoi la police... C'est facile d'aller emmerder le bourgeois dans le 8e ou dans le 16e pour des histoires de taxes ou de ceci, mais aller plutôt... envoyer l'armée, faites des descentes à Sarcelles, dans les endroits un peu chauds. Hein, le trafic de drogue, il n'est pas fait dans le 16e ni dans le 8e. C'est peut-être là où ils vendent leur cam. Mais en attendant, ils les vendent partout, leur cam. Mais ces gens-là, ils vivent où? Ils vivent là-bas. C'est terrible ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai des copains. J'ai même mon neveu qui est dans la police qui me dit c'est très dangereux. Il y a des endroits où on n'y va plus. Il y a des endroits de non-droit. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Vladimir Poutine il n'y a pas longtemps. Il a dit mais la France, c'est un peu comme Israël avec la bande de Gaza. La bande de Gaza est à 6 km de l'Élysée. Mais il a raison. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se casser, de se mettre des rubans sur les yeux. Tous les gens
qui meurent, tous les gamins qui meurent, mais ça montre le. Moi, ça fait déjà 3 ans qu'un de mes copains, qui est le grand patron de la police parisienne, m'a dit ne te promène plus avec tes montres, ne te promène plus avec tes bijoux. Il y a des attaques au couteau, il y a des attaques au tournevis tous les jours. Et pour un nom qu'on donne, il y en a 100 qui sont là. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Ils l'ont pas inventé, ça. Et moi, maintenant, j'ai un pistolet, j'ai un truc d'alarme avec moi. D'ailleurs, je mets quasiment plus rien. J'ai pas envie qu'on me plante pour une bague à 2000 balles ou à 3000 balles. Non, mais c'est bon. Il y a un sentiment d'insécurité. Les jeunes cadres, les gens s'en vont, ils veulent tous partir. Non, mais c'est grave ce qui se passe. Mais réveillez-vous, bordel de merde. Mais justement, tu dis réveillez-vous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le peuple français n'est pas devenu apathique? Il n'écoute pas essentiellement les grands médias. Et puis il est dans le consumérisme. Donc, il préfère rester chez lui, à regarder Netflix, etc. Alors, on essaie de les abrutir, ça c'est clair. Mais je suis encore très confiant, car que quand je vois les Gilets jaunes en 2018, moi, je les ai pas vus venir. Et à l'époque, j'ai pas compris. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, j'avais été déjeuner à l'Élysée avec Brigitte Macron, qui m'avait invité à déjeuner à l'Élysée. Et c'était un surréaliste. Mais on en avait parlé. Moi, j'avais dit à Brigitte, il faut absolument que le président fasse ceci, cela et cela. Bon, mais je veux dire, il y a un moment, les Français sont encore des grandes personnes, des grands garçons, des grandes filles. Et s'ils doivent se réveiller, ils se réveilleront. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont dans la sécurité. Et c'est pour ça que le gouvernement, ils ont raison d'ailleurs, leur fait leur donne 100 balles par-ci, 200 balles par-là, 300 balles par-là. C'est un peu pour calmer mais là, je pense que les Français en ont marre, parce que là, les Français sont touchés dans leur portefeuille, mais aussi dans leur intégrité et dans leur culture. Quand on attaque au couteau des gamins qui s'appellent Dylan, Mathias, Louise, quand on attaque, c'est quotidien et c'est toujours les mêmes. Alors je veux bien faut arrêter avec cette histoire. On sait très bien qu'il y a un problème d'immigration qui est absolument terrifiant. Alors on nous dit ah mais non, mais vous savez, il y a que 800 000 ou 1 million de sans-papiers. Mais on a depuis 25 ans donné la nationalité française à peu près à 500 000 personnes par an. Mais ces gens-là n'ont jamais été assimilés. Ces gens-là ne parlent pas français. Ces gens-là ne connaissent pas notre culture. Ces gens-là vivent comme dans leur pays. Et ces gens-là sont pour la plupart, non pas des judéo-chrétiens, mais c'est des musulmans ou des gens qui vivent dans un autre monde. Ben c'est à eux de se mettre au diapason des Français, c'est pas aux Français de se mettre à leur diapason. Ah, et le problème aujourd'hui, c'est que vous avez entre 10 et 15 millions de Français qui ne sont pas français, en fait, qui ne parlent pas français, qui ne respectent pas les lois, et c'est ceux-là qui sont dangereux aussi. Et clairement, et d'ailleurs, tu as totalement raison. Il faut que les étrangers, il faut que les étrangers s'assimilent à la France et aux Français, mais visiblement pas pour France Télé, puisqu'à France Télé, on a eu dernièrement une sociologue de France 5 qui a expliqué que justement les Français ne s'assimilaient pas assez aux étrangers. Non mais c'est une blague. Franchement, non mais. Mais non, c'est pas une blague, c'est France Télé. Hein. Non mais moi, je suis au courant parce que j'étais quand même sur France Télévisions, j'étais quand même la personnalité une des plus aimées des Français. Moi c'est marrant parce que mon nom n'arrive jamais, on met jamais mon nom dans les sondages, mais je le vois dans la rue, je le vois partout. Hein. Et quand on a vu que Chalençon était un peu trop de droite ou disait un peu trop de choses, on lui a coupé la tête. Mais justement, comment ça s'est passé cette période? Est-ce que là, tu as vu cet envers du décor de ces médias subventionnés? Moi, j'ai trouvé ça très injuste. Moi, je n'aime pas l'injustice. J'aime les gens pour ce qu'ils sont. Et je me suis battu. Il y a des gens que je n'aimais pas et à qui je suis devenu ami. Moi, je suis l'ami des gens faibles et des gens qui sont dans la tourmente. Récemment, je me suis occupé un peu des obsèques pour Paul Sulitzer. Je me suis occupé. Je parle régulièrement à Isabelle Balkany. Quand les gens sont au pouvoir ou que les gens ont de l'argent, je ne les vois pas, je ne les connais pas. Et quand les gens sont dans la merde, etc., c'est là où je deviens leur pote. Dominique Tapie est venu manger une fois l'année dernière au Palais. La pauvre, elle n'avait plus rien. Alors que quand ils étaient des milliardaires, je ne les fréquentais pas. Maintenant, je fréquente Dominique. Moi, je suis toujours le type gentil qui aide les gens. J'aime pas l'injustice, quelle qu'elle soit, de droite, de gauche, du centre ou du milieu. J'ai bon rapport avec lui. Ça, pour le coup, Dominique Tapie, elle connaît vraiment l'injustice parce que faut dire aux gens. Moi, j'aime pas spécialement Tapie parce qu'en plus c'est un Marseillais et ça j'aime pas du tout. Mais du coup, il faut savoir que l'État
alors que ils ont remboursé l'État, demande des Mais intérêts, à non, hauteur de je te 200 signale, millions, ce qui est honteux. je te signale que si unique M. Sarkozy avait été réélu en 2012, il n'y aurait pas eu d'affaire tapis. Bernard serait mort dans son lit, dans son château avec ses milliards. C'est une histoire politique, c'est tout. Bon, C'est vrai, faut c'est le vrai. savoir, c'est complètement politique. Bon, enfin, bon, il y a un moment, de toute façon, la France, quand elle veut tuer ces personnes, elle envoie des contrôles fiscaux. Mais il y a un moment, il y aura tellement plus, il y a plus d'argent, ça n'aura même plus le coup d'envoyer les contrôles fiscaux, il n'y a plus d'argent. Mais comment ça s'est passé à truc, France Télé? C'est-à-dire que toi, tu as eu énormément de succès dans l'émission Affaires conclues. En gros, les gens te connaissaient toi, plus même que Sophie d'avant, faut se dire les choses. Et ah bah oui, c'était pas l'émission de Sophie d'avant, ça c'est clair. voilà. C'était Donc, l'émission de Chalençon. c'est ça. Et donc parce que voilà, ils ont vu merde, ce Sophie gars-là il est d'avant, de elle a droite, quitté. il fallait le virer quoi. Surtout Sophie. Ouais, mais bien entendu. Oui, et puis bon, ça a été un peu plus vicieux que ça. Parce que je sais que Delphine Ernotte a de bons sentiments à mon égard, mais ça, c'était un peu plus vicieux. Ça vient un peu de Lynn Renault, cette méchante sorcière qui n'en finit pas de partir, et elle a dû faire des incantations vaudou pour vivre encore. Et elle, c'est vraiment une sorcière, c'est une méchante bonne femme. Et elle a œuvré pour me faire virer, parce que j'avais dit sur une histoire de Johnny Hallyday. Elle avait dit Johnny Hallyday, tu me manques. Et moi, j'avais répondu sur un tweet, si te manque tant que ça, quand est-ce que tu le rejoins? Et c'était un peu une blague, elle a tiré le luron. Après, je m'en étais excusé. Voilà. Et elle a œuvré. Et puis, il y a eu cette histoire de photos chez Jean-Marie. Et bon, ils en ont profité pour me flinguer. Mais voilà. Mais demain, je peux très bien revenir sur le service public. D'autant plus si nos amis gagnent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Lynn Renault, qui a 95 ans, je sais pas quel âge, elle est encore très influente aujourd'hui au sein de la télévision française? Peut-être moins maintenant, parce qu'elle a 96 ans. Mais alors à 97 ans, le 2 juillet, vous voyez, je la connais bien. Mais ah oui, elle a fait elle a appelé l'Élysée. Ah oui, elle a été elle a été très méchante, très méchante. C'est pour ça que je ne pleurerai pas le jour où elle partira. J'ouvrirai même le champagne, pour dire être honnête. Mais franchement, ça sera un bon débarras. Mais elle a viré des dizaines de gens. Elle a fait ça à plein de gens. Moi, je m'en fous. C'est pas très grave. Tu vois, sur la télé, moi, c'est un accident et la télé m'a jamais fait gagner quoi que ce soit. Ça m'a rapporté de la popularité, mais beaucoup de soucis. Mais c'est une très méchante dame, oui. Bon, après, on s'en fout, c'est pas grave. C'est un détail, comme dirait Jean-Marie. Mais c'est vraiment vraiment une méchante, quoi, voilà. Mais c'est pas grave. Mais elle a demandé à des gens importants que je ne refasse plus de télé, plus de radio, etc. Ah non, mais c'est une peste. Oui, mais qu'elle ait demandé, c'est une chose. Mais le fait que les gens aient obtempéré, ça signifie qu'elle a un pouvoir. Oui, parce qu'elle fait tellement gentille, on peut rien lui refuser, même la tête de Chalençon. Pas à l'époque, en tout cas. Ça serait maintenant, ça serait peut-être plus pareil, parce que j'ai quand même pris de l'ascendant, je fais partie du paysage, et on a vu que j'étais pas mort, et qu'on a beau essayer de me la mettre bien profond, je suis toujours là. Et crois-moi, je suis encore là pour longtemps. Mais c'est vrai que, à moins que Dieu me rappelle à lui, mais je vais le dire, voilà, donc les gens sont assez serviles, hein, c'est l'effet du pouvoir, l'effet. Voilà, mais il y a des gens. À un moment, on voyait beaucoup de personnes autour du coup présidentiel, puis étonnamment, depuis quelques temps, on n'en voit quasiment plus. C'est étonnant, les gens voient le vent tourner, parce que bah oui, il reste plus que 2 ans, ils se disent, on sait jamais, etc. Moi, je suis fidèle en amitié. Moi, j'aime les gens, j'envoie des messages à plein de gens, que ce soit à l'Élysée, que ce soit dans plein d'endroits. Moi, j'ai des amis partout. Je suis un homme de culture, je respecte les gens, je respecte le président de la République, parce qu'il a été élu au suffrage universel. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, c'est le président. Le Premier ministre, moi, quand les gens sont en fonction, je les respecte. Après, on peut avoir sa parole. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le problème des people et des gens, c'est qu'ils ne respectent plus rien. On attaque les gens, on dit des horreurs. Moi, je suis très respectueux vis-à-vis du chef de l'État. Je trouve que les gens sont très désobligeants vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de la première dame, de Brigitte, parce que moi, j'ai eu la chance de la fréquenter un petit peu et elle a été très, très importante pour Michou, parce qu'elle a aidé beaucoup Michou à la fin de sa vie. Elle a été exceptionnelle. Moi, je suis dégoûté de ce qui se passe aujourd'hui. Après, la vie, chacun sa vie, chacun ses outils, chacun ses emmerdes. Mais il faut respecter. Et le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils respectent ça. Vous voyez, moi, je vais souvent aux États-Unis. Et quand je vais aux États-Unis, je vois le respect qu'ils avaient même pour Biden, même si on disait que Biden, on le savait qu'il était gâteux, etc. Mais on le respectait. Le président Trump a respecté. Il pouvait des fois donner se dire des petits mots, etc. Mais
le drapeau américain, la France, c'est représenté par un homme qui est élu, ou une femme, etc. Les institutions, c'est important. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, ça vient de la France insoumise qui ne respecte plus le chef de l'État ou des choses comme ça. Et parce on a élu des gens qui qui n'ont pas les capacités d'être députés. Je suis désolé, ou sénateurs, ou maires. Excusez-moi, quand on voit le Delogu, quand on voit tous ces gens-là, le type là qui était chez Hanouna, là, le chroniqueur, là, je Il y sais a eu plus son Boyard, nom, là, Louis Boyard, qui vend des, voilà, c'est ça. Et je l'avais qui a dit qu'il démonté était celui-là. Un dealer. jour, il vient chez. En plus, t'imagines. Non, mais, moi, quand Cyril m'avait invité, un jour, il m'avait défoncé, enfin, il m'avait attaqué. Et j'avais dit à Cyril, mais c'est qui, lui? Et vous êtes qui pour me parler sur ce ton-là? Et je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Je l'avais. Et après, j'ai appris que le mec était payé 300 balles pour m'insulter pendant 45 minutes. Non, mais c'est quoi ça? C'est aussi d'ailleurs la faute de Cyril. Si Cyril avait été un peu plus, entre guillemets, précautionneux avec ses chroniqueurs, il n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Parce qu'à cause de ça, il a perdu quand même, il a fait perdre à M. Bolloré plusieurs milliards d'euros, parce que voilà, c'est quand même terrible. Alors, c'est pas de sa faute, mais enfin bon, on pouvait pas imaginer que l'Arcom. Non, mais c'est grave ce qui se passe dans le pays. Et tout ça, moi, je suis Mais, respectueux des institutions, je suis respectueux des gens. justement, C'est d'ailleurs peut-être pour ça que les gens me trouvent aussi sympa et populaire. Moi, j'ai pas des gardes du corps quand je me sors quand je sors dans la rue, j'ai pas de garde du corps. Les gens m'embrassent, des gamins, des petits. Là, je suis au Jet en ce moment. Je suis parti 3 jours parce que j'ai un de mes amis qui m'a invité parce que je ne supporte plus Paris. Je fais une dépression de Paris. Des fois, j'ai qu'une envie, c'est de me mourir les veines. Je n'en peux plus de Paris. Et je fais une grosse dépression depuis 3 ans. Et je dois partir de Paris, c'est vital pour moi. Et c'est pour te dire que j'aime les gens et c'est pour ça que je veux que la France. Moi, j'ai envie que la France, elle gagne, la France, elle marche. bien C'est pour ça sûr. que Mais dis-moi, je suis derrière le président. qu'est-ce que penserait Napoléon, voilà, si on va dire, s'il revenait là, comme ça, par miracle, en 2025? S'il restait, Mon je sais pas Dieu. moi, une semaine en France, qu'il voyait la France de ses yeux, qu'est-ce qu'il dirait, Napoléon? Eh ben, je pense qu'il dirait, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ont-ils fait de ce si beau pays? Moi, je suis très, très triste, tu sais, parce que je suis un collectionneur. J'ai donné ma vie à la France, à l'histoire. Je voulais donner ma collection à l'État français, le Palais Vivienne à l'État français. L'État français n'est pas très gentil avec moi depuis quelques années. Ils m'ont envoyé des contrôles, des machins, etc. Tout ça n'est pas très bien. Et je suis droit dans mes bottes. Là, ça me fait beaucoup de peine. Et je vois que malheureusement, beaucoup de gens sont déjà partis, qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de business, que de ceci. Et encore, les copains et les coquins. L'économie est catastrophique. Alors aujourd'hui, tous les gens qui ont des postes sont des postes qui sont des postes moribonds. Là, je voyais, on nous parlait de M. Ferrand. Mais il est très bien, Ferrand, pourquoi pas. De toute façon, le Conseil constitutionnel, ça sert à que dalle. Alors très bien, ça fera encore un mec à 15 000 balles par mois avec une voiture de fonction, un appartement de fonction. Il faut tout revoir, il faut tout revoir, il faut tout remettre à plat. Mais, C'est tout, c'est terminé. ben, Napoléon viendrait, il dirait, on va tout remettre à plat. justement, Ce que fait un peu Musk avec mais Donald Trump, ils sont justement, en train de tout arrêter. on Moi j'ai rien attend, contre eux. on J'ai parle rien contre de... Bayrou, mais Vas-y, quand on va. continue. Moi, j'ai rien contre le Premier ministre actuel et le gouvernement actuel, mais enfin, c'est un gouvernement de moribond. Pourquoi avoir viré Barnier? Parce que c'est la même chose. De toute façon, le problème, c'est aujourd'hui, il ne faut pas augmenter les impôts, il faut couper les charges. Donc, il va falloir licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires, il va falloir couper des ministères, il faut faire une diète. Et je suis désolé, les grands ministères vont devoir. Ça va être terrible. Mais il y a un moment, il faudra que les gens réapprennent à travailler. Il y a un moment, il va falloir que. Mais moi, je me suis fait tout seul, putain, bordel de merde. Moi, j'étais fils de journaliste. J'ai l'impression que tu en as gros sur le cœur, là. J'ai l'impression que tu en as gros sur le cœur Ah en oui, ce j'en ai moment. gros sur le cœur parce que j'ai tellement donné. J'ai tellement donné. Aujourd'hui, on veut tout me. Non, tu sais, je suis très fatigué de ce pays, très fatigué des gens qui le dirigent parce qu'ils ne méritent pas notre. Voilà, c'est tout. Après, heureusement qu'il y a des garants des institutions. Moi, j'avoue que le président de la République me plaît parce que il est quand même, il est garant de la France. Il honore l'empereur. À chaque fois, il met la Marseillaise, la marche consulaire. Il est le digne représentant par rapport aux forces armées. Il fait des choses. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'un homme. Alors, Derrière, il y a cher plus Pierre-Jean, il n'y a plus de parti, il n'y a plus rien. cher Pierre-Jean, j'ai un commentaire d'auditeur qui nous dit, Ouais. qui t'aime beaucoup, et qui nous dit, mais Monsieur Chalençon parle de respect dû au chef de l'État, et il a raison, mais le respect doit être réciproque. Monsieur Macron a montré à plusieurs reprises qu'il ne respectait pas les Français. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Non, le président respecte les Français. Le Oui, mais problème quand du il dit président, c'est genre, peut-être je des vais fois. emmerder, par exemple, les non-vaccinés, des choses comme ça. Ça, c'est un peu des paroles à la Jean-Marie. C'est-à-dire, pour un mot, des fois, les hommes politiques ne sont pas des saints. Les rois de France ont dit des choses aussi, mais le problème, à l'époque, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de médias, etc. Un homme est un homme. Il peut faire des fois des erreurs, et d'ailleurs, le président s'en est expliqué, hein, comme Jean-Marie s'est expliqué sur ces mots qui ont été malheureux, parce que même moi, je lui en racontais, et François Mitterrand aussi. On ne peut pas croire que c'est parce que vous êtes élu par X millions de Français que vous allez devenir un saint. Même le pape fait des conneries. Même le pape dit des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Ce sont des hommes, merde. Ils vont aux toilettes comme toi. Ils ont la chasse, ils ont mal au ventre, ils sont pas bien, ils sont mal lunés. C'est pas des dieux. Les Français s'imaginent qu'on a élu un roi, mais c'est pas un roi. C'est un homme comme toi, comme moi. C'est une femme comme toi, comme moi, qui des fois ils ont bu un verre de trop, ils sont fatigués, ils ont la migraine, ils ont des soucis, ils ont des problèmes dans leur vie de couple. Ce sont des êtres humains. On en fait des dieux, mais c'est pas des dieux. Et dans 2 ans, dans moins de 2 ans, quand il sera plus président de la République, eh ben, voilà, il reprendra, il aura peut-être une voiture, là, mais tout ça, l'Élysée, les dîners, ça sera fini. Il faut pas croire. Donc il faut pas. Moi, je suis beaucoup plus modéré que. C'est compliqué. Moi, je ne voudrais pas être à sa place. Je ne voudrais pas être à sa place. Voilà. Après, moi, j'ai eu la chance de connaître des personnalités qui ont suivi le général de Gaulle, qui étaient avec François Mitterrand. Moi, j'étais très proche de Charles Trenet, comme tu le sais. Un de mes meilleurs amis était Roland Dumas. Loïc Le Floch-Prigent est aussi un de mes grands amis. C'est vraiment, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il m'a appelé la dernière fois, il me dit quand est-ce qu'on bouffe ensemble, il faut qu'on se voit. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Moi, Bah, j'ai Loïc toutes Le ces gens Floch-Prigent, faut le voir, parce que lui aussi, il a souffert de Mais l'État. Hein. Loïc, ah bah Alors, ce qu'il Loïc, a il a fait de donné, la tôle. pour ce Il a qu'il a fait de la donné tôle. à la France Il a et ce failli qu'elle lui a mourir. rendu, c'est pas beau. Hein. Mais même Bernard Tapie, Bernard a fait énormément de choses. Bernard n'était pas. Moi, il y a des fois, je disais des choses vis-à-vis de Bernard qui n'étaient pas. Mais même ses enfants, même Stéphane récemment a dit que Jean-Marie Le Pen avait raison, que son père avait tort. C'est vrai. Bon, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un moment, il faut modérer tout ça. C'est ce que j'avais dit sur LCI il n'y a pas longtemps. David Pujadas m'avait invité dans l'entre-deux tours à une grande émission où il y avait des politiques et des gens de la société civile. Et j'avais dit, vous savez, la France, l'État, la République, c'est pas noir et c'est pas blanc. C'est gris. Il y a des jours, c'est plus ou moins ouvert. Il y a des jours, c'est la couleur. Et à la fin de l'émission, ça avait duré 3 heures quand même de direct. David Pujadas m'avait dit, Pierre-Jean, merci de votre générosité. Est-ce que vous nous avez fait découvrir une autre personnalité? Mais si c'est ma personnalité. Moi, les gens toujours disent Talenton, il est de ceci, mais pas du tout. Si vous saviez, moi j'étais giscardien quand j'étais jeune. Quand le président Valéry Giscard d'Estaing, moi je suis centriste. Voilà. Si je vous le dis honnêtement, ma vision politique est le centre. Je suis ami avec Yves Gégaud. Moi je suis un homme du centre. J'ai toujours été. Mais Jean-Luc Hannay, c'était l'UDF à l'époque. Moi, je ne suis pas un mec de droite ni de gauche. J'ai mon cœur souvent à gauche. D'ailleurs, souvent les gens me disent mais putain, Ben, je dis oui parce qu'avec François Mitterrand, même avec Roland, on en parlait beaucoup et Roland me disait mais tu sais, moi je suis né d'une famille, je suis socialiste, mais j'ai certains Roland était entre la droite et la gauche. Son cœur balançait, mais comme tout le monde d'ailleurs, comme le président, comme quel est le débit qui pourrait dire je suis uniquement de gauche? Enfin, faut vraiment être. Il y a que la France insoumise pour dire des conneries pareilles. Vous voyez que Napoléon, il aimait les Français, il aimait les pauvres, les grands, les beaux, il aimait les fermiers, il aimait les menuisiers, il aimait les pâtissiers, il aimait les petits, il aimait les grands, il aimait les gens de petite taille, il aimait. Moi, je suis un homme qui aime les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que ça marche avec moi, c'est que je suis un homme qui est aimé des gens. Alors après, je peux agacer, je peux énerver, mais heureusement que je donne de l'intérêt. Alors, Moi, on va continuer l'émission, cher Pierre-Jean, mais d'abord, on doit envoyer le bobino. Toujours aussi nombreux, continuez à soutenir Radio Courtoisie, c'est vous les patrons de Radio Courtoisie, vous êtes nos propriétaires et c'est parce que vous nous soutenez que des émissions libres comme celle de ce matin avec Pierre-Jean Chalençon existe et ça c'est important parce que il y en a marre du politiquement correct, il y en a marre de ces annonceurs qui font les programmes télé et donc votre soutien nous permet d'avoir notre indépendance. Merci à vous, continuez. Pierre-Jean Chalençon, vraiment je suis très content de t'avoir ici ce matin. Bon, j'espérais t'avoir ici là en studio parce que bon, mais comme je sais que Paris te déprime et c'est normal, le Paris d'Hidalgo déprime tout le monde pour le coup. Dis-moi,
Oui, Euh, c'est pas le bel Hidalgo, hein, c'est ça, plutôt ça c'est sûr. non, mais elle est monstrueuse. Ça c'est Alors moi, je vais sûr. te dire un truc. Moi, j'aime Paris, j'aime la France. Tu sais, mon rêve, ce serait de mourir devant l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel en disant je vous aime et j'ai tout donné pour ce pays. Mais aujourd'hui, quand on voit comment on salit le drapeau, on salit les institutions, on salit notre patrimoine, on salit notre culture. Et quand on dit un truc, ça y est, on est complotiste, ça y est, on est d'extrême droite, mais ça veut dire quoi? Alors quand on n'est pas d'accord avec ces gens-là, on est des non, mais faut qu'ils aillent se faire soigner, hein, pour ouvrir Sainte-Anne, faut développer Sainte-Anne, hein. Non, mais Dis-moi, c'est grave. parce qu'on parle souvent d'avoir un Trump français, mais moi je veux pas avoir un Trump français. Je préférerais avoir, je sais pas moi, un Napoléon français, un nouveau Napoléon, un retour d'un Louis XIV, un François Ier, quelque chose comme ça. Est-ce que ça, tu penses que c'est possible à l'avenir? Alors moi, je te dis une chose. Je pense qu'il est là ou elle est déjà là. C'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, c'est peut-être un groupe de personnes. Ils sont déjà là. Tu sais, je vais dire un truc. L'histoire de France. Mon parrain, qui était Charles Trenet, du spectacle Charles, me disait toujours, mon chéri, quand tu connais ton histoire, quand tu connais ton passé, quand tu connais ton présent et ton futur, tu apprends le futur. Quand tu connais ton histoire, tu connais ton passé, ton présent et ton futur. Et aujourd'hui, je pense de plus en plus à ça. Les grands hommes, regarde Napoléon. Il a émergé suite à la Révolution française. Regarde la Révolution de 1848. C'est Napoléon III qui a émergé. Ensuite, il y a eu 1870 avec le réveil de la République. Ensuite, il y a eu 39-45 avec le général de Gaulle. Ensuite, il y a eu mai 68. Il y a eu 58 avec le général de Gaulle, la chute de la 4e République, etc. Mais quand tu connais ton histoire, tu connais très bien ton présent et encore mieux ton passé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus que les Français ne connaissent leur histoire. Bah oui, on préfère leur faire croire des inepties, on préfère leur faire regarder Danse avec les stars, où il n'y a pas aucune star, c'est ça qui est drôle, ou alors The Voice, des émissions totalement débiles, où il n'y a plus d'émissions de variété, il n'y a plus rien. Ce pays est devenu une sorte de no man's land. Et c'est vrai que de connaître son histoire, eh bien, on apprend mieux et on appréhende mieux les choses. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des types comme... Putain, des fois, je me dis, mais j'ai une chance folle. T'imagines, j'avais 9-10 ans à la maison, j'avais Alain Jérôme qui venait, j'avais Bernard Gollet qui faisait toutes les émissions. Puis après, ensuite, j'ai connu Charles Trenet, j'ai connu Charles Aznavour, j'ai connu Fred Mellard, Jacqueline Pagnol. J'ai rencontré tout le monde. Enfin, c'est un truc de fou. Et ces gens-là m'ont adoubé et je suis devenu leur ami, comme Roland Dumas, comme Marcel Carnet. Enfin, moi, ma vie, c'est un roman, comme dirait celle de Napoléon. C'est un beau roman. Mais aujourd'hui, c'est dingue parce que quand on a un peu de culture, eh ben, on veut te faire taire. Bah oui, parce qu'ils ont peur que tu dises. Bien sûr que Napoléon est déjà arrivé. Il y en a un qui est là. Il y a un De Gaulle. Il y a un Giscard. Il y a même peut-être un nouveau Jean-Marie. Il y a un moment, Le Pen, c'est quand même la plus grosse fumisterie qu'on ait jamais faite de l'histoire de France, du XXe siècle. Ce type a été un visionnaire. Ce type a dit les choses. Simplement, Chirac, parce que l'histoire de Le Pen et du Front National est quand même démente. C'est-à-dire que François Mitterrand, qui était un mec diabolique, qui était tout sauf de gauche, hein, on est d'accord, qui était quand même avec Pétain, qui était entouré que de mecs de droite, etc. Le mec, il a eu un coup de génie. Il a diabolisé le RN et il a lancé ça à Chirac. Et Chirac a récupéré ça comme une patate chaude et est tombé dans l'histoire. Et à cause de cette histoire, eh bien, la droite a perdu pendant des années et ça a foutu le bordel jusqu'à aujourd'hui. Alors que si Chirac avait contourné ça aujourd'hui, eh ben le Front National, le Rassemblement National aurait été totalement intégré avec le RPR, l'UDF, etc. Parce que ce que dit aujourd'hui Éric Zemmour, ou ce que dit Eric Ciotti, ou ce que dit Marine Le Pen, etc., c'est ce que disait Jacques Chirac il y a 25 ou 30 ans. Faut arrêter de dire des conneries. Elle est où l'extrême droite? Mais j'adore les journaux de BFM, CNews, etc. Mais il n'y a pas d'extrême droite en France. Oui, il y a une extrême gauche. Je suis désolé, écoutez les discours de François Mitterrand en 81, mais je vous dis, les gens ne connaissent pas leur passé ni leur. On a affaire à des neuneux. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on m'invite sur les plateaux de télé. Ça serait peut-être un peu plus intelligent que d'inviter des chroniqueurs qui n'ont jamais visité aucun pays. Là, récemment, quand j'étais aux États-Unis, ils ont invité des chroniqueurs pour parler de la campagne américaine. Les mecs n'avaient jamais foutu les pieds aux États-Unis. Moi, j'ai passé des semaines aux États-Unis, invité par les futurs dirigeants des États-Unis. On m'a même pas demandé
demandé, si CNews m'avait demandé sur Romain Desarbres le matin de l'élection présidentielle ce que je pensais. J'étais à New York à ce moment-là. Mais on est entouré de neuneux qui racontent n'importe C'est quoi. vrai. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour sortir la France du déclin et de la décadence? Et j'utilise les deux termes qu'avait utilisé à l'époque Oui. Giscard. La France rentrait dans le déclin et la décadence. Eh bien, comme le président Giscard d'Estaing à son époque, moi j'ai un respect, vous ne pouvez pas savoir, j'adore le président Giscard d'Estaing. Et j'ai eu la chance parce que je travaille avec sa fille, avec Valériane, qui gère les droits photos de ma collection depuis maintenant 30 ans. C'était Robert Hossein qui m'avait présenté à Valériane. Et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois le président. Et il m'avait même dédicacé son bouquin sur la campagne de Russie. Et il avait un humour, il était tellement drôle. J'adorais Giscard. Des mains, je me rappelle les mains du président, mais extraordinaire. C'était un très très bel homme. Très bel homme. À Don Juan. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut tout remettre à plat. Il faut lancer une série de référendums importants, mais pas des référendums secondaires. Il faut un référendum éventuellement sur le maintien ou non dans l'Europe. Il faut lancer parce que ça se pose. Je suis désolé, mais aujourd'hui, ça se pose. Toi, tu es pour la sortie de l'Europe? La France de l'Europe? Non. Non, je ne suis pas pour la sortie de la France de l'Europe, mais je suis pour revoir la Commission européenne qui essaie de qui essaie de faire un coup d'État En sur tout cas, les États. tu es pour un référendum sur la sortie, déjà. C'est pas ce qui est bien. Oui, pour qu'on sache au moins ce que pensent les Français. Il y a un moment, il faut dire les choses. Et à partir de là, les Français pourront dire, écoutez, voilà, parce que c'est quoi cette Europe depuis... Moi, je suis un Européen convaincu. Ma mère était très proche de la famille de Jacques Delors. Le président Giscard d'Estaing était en Europe. Mais l'Europe de Giscard ou l'Europe de Jacques Delors n'est pas l'Europe qu'on nous a imposée depuis 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on est dirigé par des gens à la commission, etc. D'ailleurs, l'Assemblée, l'élection européenne qui a eu lieu au mois de juin, ça ne sert à rien puisque de toute façon, la commission est nommée. Bien sûr. C'est pas le Parlement qui gère. Et le Parlement ne sert à rien. Le Parlement, ça sert simplement à payer des députés 25 000 balles par mois. Et c'est la fête du slip. Un député européen aujourd'hui, c'est 1 million d'euros sur 5 ans. Voilà. Dis-moi, Ils payent pas d'impôts, ils sont très heureux, tout va très bien. Et donc, tu ferais ces référendums? J'imagine les référendums aussi sur l'immigration. Il faut un référendum sur l'immigration, un référendum sur l'économie. Il y a 3 ou 4 référendums qui sont importants. Il faut qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Il faut apprendre des gens de droite, de gauche, du centre, du milieu. Et il faut faire entrer des gens de la société civile. C'est très important. Et comment voulez-vous qu'on gère la France avec des gens, des ministres? Moi, j'ai rien contre Monsieur Le Maire qui a été ministre des Finances pendant 7 ans, mais enfin, c'est quand même catastrophique. Et le mec, il vous explique qu'il a bien géré la France. Non, monsieur le ministre, vous n'avez pas bien géré la France. Vous avez doublé le déficit qui est colossal. Plus plein de choses. Il faut aujourd'hui des hommes, des chefs d'entreprise. Trump est un chef d'entreprise. Il sait les rentrées, les sorties. Et quand ça rentre pas, il faut couper dans le vif. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Moi, je me rappelle, mon père, quand il est parti à la retraite, s'il était journaliste, il gagnait 7 500 balles brutes par mois. Il avait une retraite de 5 en francs. 5 en euros. En euros, c'était 7 500 euros. Il est parti à la retraite et il avait une retraite il gagnait 7 500 euros bruts et il a eu une retraite de 5 200 euros. Mais aujourd'hui, vous avez plus ces retraites-là. Aujourd'hui, les retraites, elles ont été divisées par 3. Aujourd'hui, quand vous aviez 7 ou 8 000 euros de salaire, votre retraite, elle est 2 000 ou 2 500 euros, 2 600. Et après, si vous avez une retraite complémentaire, ça monte un peu. Mais c'est fini. Vous allez à l'hôpital aujourd'hui, avant les frais étaient pris en charge à 100%, maintenant c'est hors frais, il faut rajouter, etc. Et tout a dégringolé. Non mais c'est quand même très grave. C'est vrai, c'est vrai. On se rend pas compte en 25 ans comment le pays est tombé. Moi je vais te dire, j'ai été... mais moi je me rends compte. Il se trouve qu'en 98, bon j'avais 17 ans, j'avais une pneumonie et je suis allé aux urgences, enfin je savais que j'avais une pneumonie, mais en tout cas je suis allé aux urgences d'Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, parce que quand j'habitais chez mes parents, et on m'a pris au bout d'1 heure. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui meurent aux urgences. Tu as des gens qui meurent aux urgences. Mais tu as des gens qui meurent, tu as des gens qui... Moi, la dernière fois, j'ai eu des gros problèmes de santé. Moi, en 2010, j'aurais dû mourir. Je devais mourir, j'avais une leucémie, j'avais plus de plaquettes. Le jour de mes 40 ans, c'est 14 ans, on m'a dit, vous devriez être mort, monsieur Chalençon, il faut que vous rentriez à l'hôpital. J'ai dit, certainement pas. J'ai mon anniversaire, je rentrerai après-demain. Mais il me dit, vous serez peut-être mort. Eh ben, je serai peut-être mort. Moi, je suis un warrior pour ça.
Et j'ai été pris en charge, etc. Et on a enlevé, ça a été un vrai. Bon, mais en attendant, je vais vous dire une chose. Bon, moi aujourd'hui, je suis prêt à 100% par rapport à ce que j'ai eu, parce que voilà, ils m'ont enlevé la rate et j'ai un cachet. Voilà, bon, très bien. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand je vais voir les médecins, etc., c'est des semaines d'ailleurs pour avoir un rendez-vous. Quand je veux voir le suivi, mais pour payer à la caisse, la fois, j'étais justement à Ambroise Paré, j'avais un rendez-vous pour faire des prises de sang. Il y avait 3 guichets d'ouverts pour s'inscrire ou pour payer. Il y avait 2 heures et demie d'attente. Donc je suis monté directement et l'infirmière me dit: vous avez bien fait, sinon vous auriez raté le rendez-vous. Et tout est comme ça. Et les urgences, c'est devenu catastrophique. D'ailleurs, la moitié des hôpitaux, les urgences sont. Alors, moi, il y a un moment, alors, on donne de l'argent à des pays. Moi, j'adore l'Ukraine, hein, je veux bien. Mais on nous a vendu l'Ukraine comme si c'était ceci. On en est bien revenu, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de l'argent de la corruption, que la moitié des armes n'ont pas été données, que les oligarques sont tous des baraques et des comptes en Suisse et des machins. Et que, mais ça, c'est hallucinant quand même. On parle de centaines de milliards. La France a donné 50 milliards d'euros à l'Ukraine. 50 milliards d'euros d'Ukraine, on aurait peut-être pu, excusez-moi, mais on aurait pu faire ouvrir des prisons. Il y a peut-être 4 ou 5 prisons, c'est ce qu'on nous avait dit. On aurait peut-être pu ouvrir une quinzaine ou une vingtaine d'établissements scolaires refaits à neuf, des hôpitaux. Bah, excusez-moi, on donne de l'argent qu'on n'a pas. C'est de l'argent qu'on emprunte. Mais regarde, c'est comme si tout. Bien c'est sûr. quand même dément. On est chez les fous. Mais bien sûr. Mais regarde, si tu as parlé tout à C'est l'heure. comme si toi demain tu fais un crédit, tu vas à la banque, tu fais un crédit, et les 2 tiers de ton crédit tu le donnes à des amis. Mais c'est toi qui rembourses. Mais ça n'existe pas, ça. Mais tu vois, tu as parlé tout à l'heure des agents du Trésor, des impôts, qui nous ponctionnent. Ils nous ponctionnent tous. Enfin, en tout cas, une partie des Français, la moitié de contribuables, on va dire plutôt, ils nous ponctionnent jusqu'à plus soif. Ils payent la TVA. Oui, on va dire la TVA, mais bon. Excuse-moi, la TVA, elle est à 20%. Tout le monde paye la TVA. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais l'impôt revenu. revenu. Plus la CSG. Oui, mais la CSG qui devait être provisoire. Ah, la CSG. Non, mais regarde, ça, ils sont forts. Où est-ce que. Voilà, on paye tous l'impôt, la TVA, impôt revenu, tout ce que tu veux, voilà. On est saignés à blanc tous. Et pourtant, il y a constamment des déficits et il n'y a jamais d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles dont tu as parlé. Où va cet argent? Bah, il va là où il ne devrait pas aller. C'est-à-dire, il va dans des 50 milliards pour l'Ukraine, il va pour les aides aux migrants, il va pour l'aide. Parce que toi, demain, tu es un migrant, tu es un machin, tu vas à l'hôpital, tu payes rien. Toi, en France, tu dois payer. Et puis, si tu te fais opérer, enfin, excuse-moi, l'aide médicale, etc. Marine Le Pen, d'ailleurs, tout le monde en a parlé de cette histoire. Mais je veux dire, mais voilà, c'est ça, plus ça, plus ça. Et quand mais regarde, ils n'ont pas remis en cause. On aide au développement la Chine. La Chine, c'est la première puissance au monde. On n'a pas aidé au développement la Chine. Et tu parles de la sécurité sociale. Il y a des gens en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ils ont 150 ans, ils touchent des pensions de 2500 euros. Tu ne vas pas me dire que la sécurité sociale est débile à ce point-là. Demain, tu déménages, les impôts te retrouvent. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas couper lesquels, mais parce qu'on a peur que l'Algérie ne soit pas contente, on a peur que ceci, que cela. Mais il y a un moment, il faut savoir, comme disait Charles Pratt, que j'adore, il y a plus de cartes vitales qu'il y a de Français. Non, mais c'est une blague. C'est vrai, c'est vrai. C'est une blague. Mais c'est juste la peur que l'Algérie parle, ou ça va au-delà de ça? Parce que ça va au-delà. Je pense qu'il y a des casseroles il y a des casseroles, il y a des machins, il y a des intérêts, mais c'est pour ça qu'il nous faut un Trump. Enfin, excuse-moi, moi, en attendant, je vais te dire un truc, j'ai plus rien à perdre dans ma vie. Moi, j'ai 54 balais, je vais avoir 55 ans. Si demain, on doit monter un parti politique avec des copains, des amis, etc., on le fera, on ira jusqu'au bout. Moi, j'en ai marre, je veux que mon pays redémarre. Et on en a ras-le-bol de tous ces gens qui sont là depuis 25-30 ans, qui nous racontent qu'ils vont faire. Dans ce gouvernement actuel, on a 4 anciens premiers ministres. Ils ont fait quoi, à part accroître le déficit et nous foutre dans la merde? Moi, je suis désolé, il y a encore 2 ou 3 ans à Paris, on pouvait se promener. Il y a 4 ou 5 ans, on n'entendait pas que toutes les semaines, il y avait des gamins ou des adolescents de quelque obédience ils soient, que ce soit des musulmans, des blancs, des jaunes, des verts, des bleus, on s'en fout. C'est pas une question. C'est une question qu'on n'a pas assassiné, on n'a pas à tuer des gamins. Et des gamins n'ont pas à avoir des couteaux. C'est quoi ces histoires de couteaux? Il y a un moment, il faut remettre le pied au milieu du village. Oui, mais regarde, tu dis toutes ces choses-là. Tu dis toutes ces choses. Mais il y a eu accélération. Attends, mais il y a eu accélération aussi de tout ce que tu me dis sous le mandat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que voilà, il a quand même participé aux conséquences dont tu parles.
Je pense que non, mais le problème du président de la République aujourd'hui, c'est que justement, c'est 40 ans de gabegie des anciens gouvernements. Moi, je n'en veux pas faire plus à Macron que j'en veux à Chirac, etc. Le pauvre homme, on lui dit, vous êtes président de la République. Déjà, il pensait pas être élu. Déjà, il a eu un coup terrible. Si Bayrou n'avait pas donné ses 2,5%, c'était François Fillon qui était élu. Donc le mec, il arrive, c'est extraordinaire. Bon, il met des gens qui, pour la plupart du temps, 3 mois avant, l'ont insulté, excusez-moi, mais quand je vois les paroles de M. Darmanin et de M. Le Maire concernant M. le Président de la République, jamais j'aurais pris des mecs comme ça. Ils l'ont insulté, ils l'ont traité de plus bas que de terre, ils l'ont humilié, etc. Bon, le mec, il est encore sympa, il les prend en ministre, et il les garde pendant 7 ans, il faut encore plus le faire. C'est ça, le gouvernement. Et le problème, c'est qu'il ne peut plus rien faire. On ne bat plus monnaie, donc quand on ne bat plus monnaie, on peut plus... Moi, je me rappelle de François Mitterrand, je me rappelle de Valéry Giscard d'Estaing, quand il y avait un problème, on dévaluait, on remettait, et puis on s'en arrangeait. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Et même c'est pour ça qu'il faut sortir, soit il faut revoir l'Europe, soit sortir de l'Europe. Et il y a un moment, il faut prendre des décisions. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les prendre. Ils peuvent pas. Regardez, monsieur Retailleau. Moi, j'adore Retailleau. C'est un type charmant que j'ai eu la chance de croiser au Sénat une fois ou deux. Un type brillant. Bon, mais le problème, c'est que c'est pas une question d'homme. C'est une question qui, même lui, il peut pas virer les mecs. Il vire des OQTF et la justice lui dit, bah non, il faut les faire revenir. Mais on est où, là? On est où? Il n'y a plus d'état de droit. Il faut les indemniser aussi. Non, mais tu rêves. Non, mais oui, on rêve. Non, mais c'est du délire. Non, mais c'est pour ça qu'il faut un homme fort, il faut un Trump qui dit, bon, maintenant, c'est peut-être pas dans la Constitution, on s'en fout, mais il faut faire les choses. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui remettre tout à plat, que ce soit le Conseil constitutionnel, il faut tout remettre à plat, sinon, de toute façon, c'est fini, on est mort. C'est quoi, il faut sortir de la République? Est-ce qu'il faut sortir de la République, tiens? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il faut peut-être un moment, pendant 3 ans ou 4 ans, il faut se dire, on met entre guillemets ce qui nous a foutu dans la merde depuis 50 ans. Mais qu'est-ce que fait Trump en ce moment? Qu'est-ce que fait Donald Trump? Il signe des décrets qui, pour la plupart, ne sont peut-être pas constitutionnels ou ceci. Mais on s'en fout. On s'en fout de la Constitution, si je peux dire. Il y a un moment, il faut sauver le pays. Non, mais il y a un moment, c'est pas que je dis qu'il faut c'est pas pour ça qu'il faut une dictature, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un moment, il faut prendre des décisions. Il faut un gouvernement d'union nationale. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait des gens de droit, du sang, du mieux, et des gens intelligents. Et les gens intelligents, c'est qui aujourd'hui? C'est pas les politiques, ce sont des gens c'est les hommes d'affaires. C'est Bernard Arnault, c'est François Pinault, c'est Patrick Drahi, c'est Xavier Niel. C'est des gens. Voilà, c'est ces tu dis gens-là. tu dis quelque chose d'important. Tu dis quelque chose d'important. Tu dis il faut sauver la France. Est-ce que la France est en danger de mort? Ah bah oui, ah bah ça oui, c'est clair. C'est clair, net et précis. Alors, moi, quand je vois, excuse-moi, mais quand je vois l'Angleterre, c'est le stéréotype parfait. Moi, j'adore l'image anglaise, Buckingham Palace, la reine, le roi Charles maintenant, les House Guards, etc. C'est sublime. Oh, l'image est tellement belle. Mais tu enlèves la carte postale, mais l'Angleterre est tombée. England is fall. Maintenant, les maires, les machins, c'est des islamistes, c'est des chiites, c'est des sunnites. Il y a des manifestations, mais c'est gravissime. On apprend qu'il y a des mouvements hindous, pakistanais ont violé des centaines de jeunes anglaises, etc. Mais c'est monstrueux. Donc, c'est ça qui est en train de nous arriver. Et nous, on n'a pas le décorum, on n'a pas les house guards, même le roi, n'ose plus rien dire. Non, mais ça, c'est quand même hallucinant, quand même. Mais oui, ils ont couvert ces viols par peur de racisme. C'est fou, quand même, parce qu'on en arrive là. Mais c'est fou, mais c'est tragique, tu veux dire. C'est monstrueux. Alors, on a beau aller chez Harrods et puis aller prendre un thé au Mayfair ou au Ritz. Moi, j'adore Londres, j'adore aller à Londres. J'adore Londres. Bon, les Anglais un peu moins, à cause de Napoléon, mais maintenant, ils sont plus très anglais, ils sont plus hindous et pakistanais, et surtout, ils sont islamistes. Mais pourquoi, quand la reine d'Angleterre est morte, la première ministre, on l'a virée en 3 semaines? Il faut peut-être se poser des questions pour mettre un type qui était un hindou. Non, mais tout ça est très, très bizarre. Moi, je suis très inquiet et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre les bonnes décisions. Après, aujourd'hui, les politiques, moi, je suis pas un homme politique, mais je veux dire, on sait même pas qui. T'imagines, on est en 2025. Dans 2 ans, c'est l'élection présidentielle. On sait même pas qui sera président de la République. On sait même pas. Et pourtant, il faudrait le savoir. Il faudrait un vrai. Là, c'est plus un programme qu'il faut. Là, c'est le plan Marshall. Il faut un plan Marshall. Il faut tout remettre.
Moi, j'aime mon pays. Et tu vois, la dernière fois, j'ai eu un sentiment extraordinaire. J'étais à la manifestation contre l'antisémitisme il y a 2 ans, au mois d'octobre. Et là, j'ai vu des gens de toute obédience, des gens de la télé, des politiques. Il y avait Valérie Pécresse, il y avait plein de gens, des gens de droite, des gens de gauche. Et on s'est tous réunis, on s'est dit, on se bat contre. Eh ben ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une union nationale pour dire il faut sauver le pays et qu'on se fout, qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou du milieu. L'économie, l'économie, c'est du business. L'économie, c'est comme une recette. C'est comme faire un gâteau au chocolat ou du pain. On va pas, c'est pas du hurluberlu. Donc aujourd'hui, il faut mettre des gens comme Bernard Arnault ou les gens qui gèrent le LVMH ou des gens qui gèrent le groupe Kering ou des gens comme ça autour de la table. Et pourquoi pas les mettre à l'économie, etc. On met au ministère de l'économie des gens qui n'ont même pas de patrimoine, qui n'ont jamais rien fait. Comment tu veux? Et aujourd'hui, de toute façon, c'est tellement c'est des fonctionnaires de fonctionnaires de fonctionnaires. Moi, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a un moment, quand il y en a trop, c'est plus possible. Comme dirait Jean-Marie Le Pen, hein, quand quand il y en a pas assez, c'est fade. Quand il y en a trop, c'est pas bon. Bon, ben voilà, c'est tout. Il y a un moment, il faut. On va tondre qui? On est tous tendus. Mais on va Bien tondre sûr. qui? Alors, Aujourd'hui, les Français, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est qu'à la fin du mois, ils puissent payer un restaurant à leurs enfants. Les gens, ils veulent payer une voiture à leurs enfants. Ils veulent avoir un appartement qu'ils puissent léguer à leurs enfants. Le droit de succession, on avait parlé il y a 2-3 ah ans. bah c'est Quand il y a eu l'élection 45%. présidentielle. C'est 45% le droit de succession. Plus la Payable sous sauce, 6 mois. plus la sauce, c'est plus de 50%. Et quand c'est pas Ah, direct, c'est 80%. Plus la sauce que les notaires, les bidules et les machins et les frais de trucs. ah oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr. Et ben, en 2000, en 22, ils étaient tous d'accord pour supprimer les droits de succession. Ah bah bizarrement, de Macron, ils étaient tous d'accord. Marine Le Pen, Macron, etc. Et ben alors, et elle est où cette loi? Bon, Elle moi je m'en n'arrivera fous de me jamais. perdre Hein. parce C'est qu'il des est mort. milliards qui Non, perdraient l'État. Hein. voilà. Oui, mais ils peuvent gagner sur d'autres trucs. Les gens doivent consommer. On a perdu la consommation. Là, je suis au GEI, dans une station, c'est une station familiale. On m'a invité. Donc moi je suis invité, j'ai rien à payer. C'est un copain qui m'a invité chez lui dans son chalet. Là, il m'a mis un petit studio à disposition et je vois les tarifs. Eh bien, il y a plein de gens, ils viennent aussi quand même, mais un jour dans des chambres, ça coûte 80 balles, 90 €, et ils prennent un petit déjeuner un jour sur deux. Hier, je discutais, parce que moi je demande ça, Ouais. en parler aux gens, et les gens disent maintenant ils n'ont pas un rond. Même nous, c'est plein, mais ça ne nous rapporte pas d'argent parce que les gens ne consomment pas. Ils font des sandwichs ils s'achètent des sandwichs. Ils vont pas au restaurant. Et le petit déjeuner, ils en prennent un jour sur deux, ils prennent le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner à 7 €, 8 €. C'est pas le Ritz. Hein. Mais tout devient comme ça. Les gens n'ont plus d'argent pour consommer. Les restaurants à Paris, il y a quasiment tous les restaurants, à part quand il y a la Fashion Week, il y a quelques touristes, etc. Mais les restaurants sont vides, les gens ne consomment plus. Ou alors ils vont au restaurant, mais ils prennent Mais des carafes d'eau. enfin, est-ce que tu es encore sur Paris ou pas? Comment? Est-ce que tu vis encore à Paris ou pas? Oui, oui, bien Donc sûr. c'est-à-dire que Oui, je suis à Paris. j'imagine que tu marches un peu partout dans les rues. Et moi, j'aime beaucoup la marche dans Paris, toujours malgré tout. Et je remarque. Moi, je marche, j'adore Paris. Mais Et d'ailleurs, les gens me disent, ne marche plus dans Paris, tu vas te faire agresser. ben moi, Mais je marche encore beaucoup dans Paris. Et je remarque, par exemple, boulevard Saint-Michel. J'ai fait le calcul. Boulevard Saint-Michel, par exemple, j'ai vu 14 grandes boutiques Baya CD. 14 grandes boutiques, boulevard Saint-Michel, alors que boulevard Saint-Michel, c'est le quartier latin, c'est très cher le quartier boulevard Saint-Michel. Ce que tu dis est totalement exact. J'en ai fait la réflexion il y a 3 jours. J'étais à Paris, enfin, je suis juste à Paris, et j'ai pris le taxi Oui. avec un ami. Et je lui ai dit, regarde toutes les devantures. Dans mon quartier, derrière le Palais Vivienne, il y avait 3 pressings. Ils ont tous fermé en un mois. Il n'y a plus de pressing. Écoute, ça veut dire que les gens n'ont même plus d'argent pour aller laver leurs vêtements. Ton quartier, non, mais ça c'est du factuel. Hein. Ton quartier, les grands boulevards, où je vais très souvent parce que j'habite, je suis Saint-Ouen, mais bon, je prends le 85 et ça m'amène Grand Boulevard. Eh ben, il y a énormément de boutiques Buy ACD aussi. C'est la gabégie. Hein. Et pourtant, toi, tu habites le centre de Paris. Et moi, j'habite le centre de Paris, et je te dis, les boulangers, les bouchers, ça ferme. Moi, je fais mes courses régulièrement rue Cadet. C'est compliqué. Rue Cadet, c'est une magnifique rue. Rue Cadet, il y a aussi des Baya CD dorénavant. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Rue du Faubourg-Montmartre, moi j'adore ce quartier, c'est un quartier que j'aime. Mais même là, je ne supporte plus, je me sens plus bien. Je fais des cauchemars, j'ai envie de je déprime. Mais imagine-toi, voilà, on est dans le centre de Paris, la capitale.
Il y a bail à céder partout. Imagine-toi dans la Nièvre, dans la Creuse, en Bretagne, à Clermont-Ferrand, je sais pas moi, à Cherbourg. Comment ça doit être? Ça doit être... Ah bah je vais te le dire parce que récemment j'étais à Vas-y. Montsolémine. Montsolémine, vendredi soir, 17h, il y a 3 boutiques qui se battent en duel. Il y a 80% des commerces qui sont fermés. Là, c'est bail à céder, il n'y a plus personne parce que de toute façon, Oui. qui va aller investir à Montsolémine? Il y a 2 bars et à 18h, il n'y a personne. Et il y a un hôtel avec un peu de monde le vendredi soir, c'est tout. Voilà, et c'est comme ça partout. J'étais à Moulins la semaine dernière, moi j'étais invité pour un salon, des amis m'avaient invité, j'étais le parrain d'un salon. À Moulins-sur-Allier, qui est un joli village, pas à côté de Nevers, il y avait personne à 17h et 18h. Des villes fantômes. Ce sont des villes fantômes. C'est catastrophique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pas Madame Irma et je suis pas ni de droite ni gauche du centre. Moi, je suis pour la France. Moi, j'aime mon drapeau et moi, j'aime autant. Tu sais, on a une chance folle et c'est pour ça que j'aurais aimé te dire un petit mot là-dessus. Vas-y. Je suis très triste de la fin de C8. Cette chaîne, quand même, moi, m'a beaucoup invité ces dernières années parce que j'étais à la télévision pendant des années tous les jours sur France Télévisions. Puis du jour au lendemain, bon, bah, c'était terminé. Donc j'ai vécu pendant encore 2 ans avec beaucoup de rediffusions. Donc les gens pensaient que j'étais toujours à l'émission, mais j'étais plus à l'émission. Et grâce à C8, grâce à Cyril, grâce à Mathieu Delormeau, grâce à plein de copains, j'ai fait des émissions. J'ai pas fait que C8, j'ai fait, enfin, et PMP, j'ai fait d'autres émissions, puis j'ai présenté 2, 3 émissions sur l'immobilier dans le sud qui ont bien marché, etc. Euh, eh bien, aujourd'hui, on va enlever à des millions de téléspectateurs, eh bien, ce droit à la liberté de choisir. Je suis désolé, mais C8 n'a pas manqué de respect envers la démocratie, envers la France, envers la République. C8 a payé des amendes qui étaient absolument scandaleuses. Excusez-moi, quand on voit le service public, moi j'ai rien contre le service public aujourd'hui, mais enfin l'émission de Léa Salamé, c'est quand même c'est une émission de gauche comme j'ai jamais vu. Si j'avais fait ça à France Télévisions, à dans Affaires conclues, mais j'aurais été limogé en 20 secondes. Ces gens-là, tous les week-ends, insultent la moitié des Français. Le service public, il devrait y avoir autant de gens de droite, de gauche ou du centre ou du milieu. On a l'impression que c'est à vous, c'est pareil. Cette histoire c'était hallucinant. Enfin, mais vous imaginez, et là aujourd'hui, on enlève le peu d'oxygène qu'on pouvait donner à des gens comme moi, comme d'autres gens qui allaient. Moi, j'ai été invité une quarantaine de fois depuis 40-45 fois chez Cyril, etc. Bah, je trouve ça, c'est terrible parce que ça, c'est pas normal. Et je suis désolé, je comprends même pas qu'il n'y ait pas eu des manifestations, des partis politiques ne se soient. Et ça va être la même chose quand ils vont être condamnés, quand Marine Le Pen sera condamnée à l'inéligibilité, parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'elle ne va pas y louper. Est-ce que tu penses que justement elle sera inéligible pour justement mettre en avant Jordan Bardella peut-être? Peut-être que ce sera lui le candidat du Rassemblement National? Tu sais quelle est ma pensée? Marine Le Pen ainsi que les 25 ou 30, les 30 personnes seront déclarées non éligibles. Je ne vois pas comment ça peut être autrement, puisque Bayrou, entre guillemets, qui a fait 10 fois moins les sommes sont pas 100, c'est 600 000 euros, ils ont tous été déclarés inéligibles, sauf lui, et encore le parquet a fait appel. Mais je pense qu'eux, avec le fonds, c'est quand même 6 millions d'euros. Donc je pense qu'une si belle opportunité, ils ne vont pas la louper. À partir de là, Marine, elle verra bien, elle décidera, elle fera les choses. De toute façon, elle peut toujours être députée, puisque son mandat peut courir, elle pourra toujours revenir présidente peut-être du Rassemblement, mais elle ne pourra plus se présenter. Mais je pense qu'il va y avoir un rififi au sein du Rassemblement national. Et peut-être que Marion va essayer de faire un putsch pour récupérer le RN. Bardella ne fera pas le poids. Parce que bon, Bardella, moi je l'aime bien, c'est un type charmant, mais bon, c'est facile de s'habiller, de se gominer les cheveux, de se mettre des costumes 3 pièces et d'avoir l'air de. Enfin bon, il n'a jamais non plus fait grand-chose dans sa vie. Aujourd'hui, il est à combien? 15 000, 18 000 euros par mois, et il vous donne il écrit un livre. Enfin, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous croyez que Bardella va changer le monde? Non, mais excusez-moi, soyez sérieux quand même. Le mec, il a été trouvé par Florian Philippot, il faisait les photocopies, il était copieuse. Non, mais il faut arrêter. Et il est monté comme ça parce qu'il n'y avait personne. Non, mais il faut arrêter, c'est bon. Alors moi, demain, je vais me mettre un costume Berluti et des chaussures à 3000 balles et je vais être Premier ministre. Pourquoi pas aujourd'hui, c'est possible. Les gens pour des cons. Mais des fois, je me pose la question tellement je me dis, putain, j'ai tellement une notion politique, j'ai rencontré tellement de gens, mais c'est peut-être moi l'homme providentiel. Non, mais des fois, j'en sais rien, mais moi, je pense que tu serais bien meilleur que Bayrou, hein. Ah, ça, c'est clair. Je te le dis. Non, mais donc moi, je pense qu'il va y avoir une implosion du RN.
et tout ça, et l'Église va retrouver le clocher. Et si c'est comme ça, moi je ne le souhaite pas. De toute façon, je ne suis ni de droite ni de gauche. Moi, si je devais voter aujourd'hui, je serais beaucoup plus pour, comment dirais-je, le LR, plus LR qu'autre chose. Voilà, parce que j'aime beaucoup Laurent Wauquiez, j'aime beaucoup l'actuel ministre de Rotaillot. l'Intérieur, Retailleau Bruno, qui est un mec extraordinaire, et je me sens plus dans ces idées-là. Mais aujourd'hui, on s'en fout des idées, c'est la politique, Bien c'est sûr. l'économie. Mais Donc aujourd'hui, dis-moi, j'ai un mais moi je te dis commentaire, qu'aujourd'hui, j'ai un ça va être. Voilà. commentaire d'une auditrice qui me paraît intéressant. Alors écoute, la France s'est constituée depuis le mérovingien, à l'origine conquise par les Francs, et vous devriez regarder dans le dictionnaire des noms de famille de monsieur Arbulot, sommité de l'héraldique. Quels sont les noms des vrais Français? Chalençon, ainsi, vient d'une localité située dans la Drôme. Est-ce que tu savais ça? Oui, tout à fait. Je fais partie d'une des 10 plus vieilles familles de France. Mais ça, je le dis pas parce qu'on va encore dire ça y est, il se prend pour le roi ou le machin. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été très bien auprès du comte de Paris, feu le comte de Paris et de son épouse. C'est pour ça que j'ai toujours été reçu chez les ducs et les duchesses de France, parce que ma famille est une des plus vieilles familles de France. On est les Chalençon Polignac, Oui? et que ma famille date de l'an 800. Effectivement, je fais partie, entre guillemets, de l'élite du gratin de l'aristocratie française. J'en parle pas parce que je peux en parler. Et puis, moi, je suis plutôt napoléonien. J'estime qu'à chaque génération, faut remettre le couvert. Mais oui, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, mais c'est pas pour ça que je le dis. Voilà. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, madame, de dire les choses. Saint-André, Saint-Pal de Chalancon, et mon nom est un des plus vieux noms de France. Et voilà, c'est peut-être pour ça que je dis les choses. Mais voilà, mais je n'en fais pas état. Voilà. Oui, mais c'est une sacrée fierté, ce nom, j'imagine. J'en suis fier, mais c'est pas pour ça que je le mets sur toutes les sauces. Non, bien Je suis sûr, pas. Voilà. évidemment. Mais on a le droit d'être Mais, fier de son nom. mais je suis très fier de mon nom, je suis très fier de ce que j'ai fait, de ce qu'a fait mon père. Mon père a fait la guerre d'Algérie, mon grand-père a fait la guerre de 14-18. Il est mort à la guerre de. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de 14-18, mon grand-père a fait la guerre de 39-45. Il a été décoré, il est sorti majeur de l'école enfin, voilà, il a fait plein de choses. Et donc, je suis très, très heureux de mes ancêtres, etc. Mais aujourd'hui, moi, je vis dans l'avenir et dans le présent. Donc après, moi, j'ai des racines, et c'est pour ça que j'aime la France. Mais j'aime autant les gens, vous savez, moi, j'aime autant. Hier, je suis au GES chez des amis, et il y a un garçon d'origine sénégalaise qui bosse comme un fou depuis 7 ans, que j'adore, qui est extraordinaire. C'est important d'avoir aussi une multi, d'être, comment dirais-je, qui est des gens de toute obédience, des musulmans, des catholiques, des protestants. C'est important. Il faut pas être la caricature des gens qui disent ah non, il faut absolument, il est noir, il est jaune, il est vert, il est bleu. La France, c'est un melting pot. Hein, moi, j'ai du sang italien, espagnol. Mon grand-père était italien. Il est arrivé en France. Il est né en 1889. Il est venu en France. Il a immigré. Il a fait une fortune en France. Puis ensuite, il a tout perdu après la guerre parce qu'il y a eu son usine a été incendiée. Il a perdu son assurance. Et à 65 ans, il est reparti sur les routes de France. Il a travaillé. Il a eu 12 enfants. Donc, on est ce qu'on est. Mais aujourd'hui, il faut se remuer parce que je pense que ils essaient vraiment de nous la mettre bien profond. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir comment dirais-je, une notion d'optimisme, un peu comme dans le film de Autant en emporte le vent. Demain, il fera jour. Et je pense que l'union, c'est la meilleure des choses. Et je pense qu'il faut vraiment se dire, on va faire les choses, mais ne pas donner des noms, parce que les noms, ça sert à rien. Moi, j'ai rien contre Jordan, j'ai rien contre Marine, j'ai rien contre Taillot, j'ai rien contre Macron, j'ai rien. Et je pense que si tous ces gens-là se retournaient autour d'une table et on disait, voilà, on va travailler pour un pays qu'on aime, et ben ça marcherait. Moi, je suis quelqu'un de rassembleur. Je suis pour le rassemblement des bonnes œuvres et des bonnes personnes. Et surtout de l'économie. Aujourd'hui, on a besoin, au niveau de de l'État, eh bien, de gens qui soient des économistes. Hein, savoir un chiffre d'affaires, des pertes, les impôts, les machins, qu'est-ce qui reste? C'est vrai, c'est ce qui manque aussi. Voilà. Dis-moi, ça fait déjà presque 1h30 que nous sommes ensemble. L'émission s'arrête dans 3 minutes. Quelle est ton actualité actuellement? Qu'est-ce que tu fais là? On voudrait savoir. Alors, mon actualité, je suis en train de relancer une chanson, Danser le Chalençon, Ah? qui avait été écrite. Tu sais, je me suis mis à chanter des chansons depuis 3-4 ans. C'est vrai. Michou m'avait dit, il faut absolument que tu chantes. Et donc, j'avais sorti à l'époque, en 2022, 21, le Danser le Chalençon, qui avait bien marché. Et là, on l'a remixé pour cet été.
donc pour faire sur les plages, pour faire un peu partout, dans les boîtes de nuit. Donc je suis en train de travailler à ça, aussi à une comédie musicale dans un cabaret sur Napoléon. Donc je suis en train de... J'ai enregistré 2 nouvelles chansons. Ah, Donc là, je suis là-dessus. Et puis, je gère aussi un petit peu ma vie, le Palais Vivienne, avec tout ce qui se doit autour de cet endroit que j'ai loué et qui marche très bien maintenant. Donc je suis très content. Et puis je gère aussi la collection parce qu'il y a des choses que je voudrais, dont voudrais me séparer, etc. J'ai envie de faire une nouvelle vie, d'avoir une vie moins compliquée et profiter des gens et aller vers les gens. Je voudrais faire du social et beaucoup de social. Voilà. d'accord. Je pense que je voudrais aider les gens. Voilà. Ils ont... Puis j'ai des projets de télévision. Ah, lesquels par exemple? On peut... J'ai un projet, mais alors maintenant il faut trouver le diffuseur. J'ai une émission de variété que je voudrais faire avec Jonathan Dassin, avec le fils de Joe Dassin. D'accord. Ça fait déjà 2 ans que je suis dessus, mais là je retravaille grandement. Je voudrais relancer une émission de variété française avec des stars des années 70, 80, 90, 2000, avec des jeunes chanteurs, des jeunes humoristes, et une émission qui se passerait dans un théâtre. Enfin, bon, j'ai vraiment j'ai besoin de donner du plaisir et du bonheur aux gens. Et bien sûr, ce serait apolitique totalement. Mais même maintenant, aujourd'hui, même quand on dit ça, voilà, la chanson française, moi, je regrette qu'il n'y ait plus de chanson française aujourd'hui. Oui. Hier, il y avait une victoire de la musique, je sais pas quoi, sur France 2. Si c'est ça aujourd'hui, la chanson française, c'est quand même catastrophique. J'ai déjeuné il y a pas longtemps avec Gérard Davoust, qui était l'ancien patron de la SACEM et qui était le bras droit de Charles Aznavour, et on en parlait, on était absolument effrayés. Voilà, moi j'aimerais qu'il y ait un nouveau Serge Lama, j'aimerais qu'il y ait un nouveau Sardou, j'aimerais qu'il y ait à nouveau la bande à Basile, j'aimerais qu'il y ait un nouveau Jacques Brel, qu'il y ait une Annie Cordy, une Chantal Goya. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus une émission de variété. J'en parlais à Gérard Louvain la dernière fois, et Daniel Moine, je leur dis, mais chérie, il n'y a plus d'émission, il n'y a plus rien, c'est que des télécrochets. C'est terrible. Donc voilà, je voudrais lancer une émission populaire qui pourrait s'appeler Chalençon en chanson. Donc ça, c'est vraiment mon projet pour 2025-2026. Merci à toi, cher Pierre-Jean. L'appel est lancé. J'espère que voilà, justement, j'espère qu'il y aura cette belle émission de variété, voilà, en effet, qui n'existe plus. Merci je voudrais beaucoup. rendre hommage aux Carpentier. Voilà, rendre hommage à Marité, Gilbert Carpentier, à tous ces gens qui ont fait là d'autres pays. Et si je voudrais dire aux gens, si les gens sont sur Paris, allez au théâtre de Paris. Il y a une pièce extraordinaire de Pierre Barillet-Grédy qui s'appelle Lily et Lily, qui vient d'être prise par la fille du professeur Choron. Vous allez voir, c'est génial. Allez au théâtre de Paris, c'est une pièce de Pierre Barillet, Lily et Lily. Vous y allez, vous allez rigoler, vous allez prendre du plaisir. C'est exceptionnel. Merci à toi, cher Pierre. Surtout. Merci à toi, cher Pierre-Jean. Et j'espère que quand tu seras sur Paris, tu m'appelles. Et là, je voudrais faire une émission avec toi physiquement. Là, c'est mieux. Voilà, parce que là, on a marre des Zooms et tout ça. Je serais ravi. En plus, tu sais que j'adore Radio Courtoisie. Vous êtes des gens je sais bien. Extraordinaires. Vous avez une vraie gentillesse. On a beaucoup d'amis en commun. Et je suis sûr que Jean-Marie Houillet a certainement écouté l'émission et va me dire: bravo, mon petit chou, t'as été très bien. Merci beaucoup. Allez, passez une excellente journée et on se retrouve, nous, samedi prochain, 10h30, même endroit, même heure. Salut, ciao. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.